problème qu'on veut résoudre, c'est quand même un problème d'UX, tu vois. On veut faire en sorte que les utilisateurs Web 2 habituels, ils arrivent dans notre monde crypto Web 3 et tout est simple. Le software de NSO est typiquement dans Pegasus, le software il est assez simple. Tu rentres ton numéro de téléphone dedans, tu cliques sur hack en gros et le truc a un accès complet à ton téléphone. Genre un accès route plus Ça que doit route. valoir Genre. des sous, ça. Ça vaut un peu cher, ouais. Moi, je trouve que c'est un vrai problème. On fait semblant que ça n'existe pas, mais c'est un vrai problème. T'as plus de 30% des Ethers qui sont stickés sur Ethereum. Et Lido, c'est un smart contract par bunch de 32 Ethers. Et la gouvernance de Lido, c'est un 5 parmi 12. Donc si on continue avec des flux pareils, effectivement, on va continuer à avoir du 350 millions par jour, mais ça va plus représenter 2500 bitcoins. Le prix, l'équilibre de prix bitcoin, il va pas être à 70 000, il va être genre 3 étages plus haut, quoi. Bon, c'est pas un conseil d'investissement. C'est pas un conseil d'investissement. Juste, c'est ce que je vois. Le téléphone de Solana. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils ont mis dedans, c'est plutôt honnête. Mais après, moi, je trouve que c'est pas, leur produit est pas si pire, comme on dit en mauvais français. Après, le niveau de sécurité de leur téléphone, encore une fois, c'est peut-être un petit peu mieux que ton téléphone, mais t'es pas du tout au niveau standard Ledger. Hello à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle interview. Cette fois-ci, j'ai le plaisir de recevoir Charles Guillemet, CTO de Ledger. Hello Charles, comment ça va? Salut Léo, je vais super bien. Merci de m'inviter. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir, surtout qu'on avait déjà pu discuter à pas mal de reprises. Et je t'ai trouvé toujours assez intéressant. Je pense que le fait que tu aies beaucoup d'expérience dans l'écosystème et même en dehors, c'est forcément quelque chose qui est intéressant parce que voilà, moi personnellement, le fait de discuter avec des gens qui sont beaucoup plus calés que moi sur des sujets, ça me permet vraiment d'accumuler un maximum de data, de connaissances et tout. Et à chaque fois, t'es à la pointe sur ça. Je pense que ça s'explique aussi par ta position. Et puis même au-delà de ça, t'es quelqu'un de très sympathique. Et je pense qu'il intéressera aussi beaucoup de gens qui nous regardent. Donc vraiment un plaisir de t'avoir. Aujourd'hui, ça va être l'occasion de parler de Ledger. Mais pas que. On parlera aussi de l'écosystème, de ce qui t'excite. Des risques aussi, des potentielles failles sur certaines choses, etc. Parce que je suppose que voilà, tu monitores 24/7 et tu vois des trucs peut-être qu'on voit pas. Donc je pense que ça va être très très intéressant. Mais pour commencer, est-ce que tu peux juste expliquer qui tu es et surtout, parce que je pense que ta position est plutôt claire et tu pourras la réexpliquer, mais surtout, voilà, qu'est-ce qui t'a amené à dive dans la crypto et qu'est-ce que tu faisais avant la crypto? Parce que je trouve que c'est très intéressant et souvent ça explique pas mal l'approche que les gens ont de l'écosystème et du monde en règle générale. Yes, super. Je vais essayer de faire ça rapidement. Du coup, moi aujourd'hui, je suis CTO de Ledger, comme tu disais, et mon background, mon parcours, je dirais que c'est vraiment autour de la cryptographie et la sécurité. C'est des sujets qui m'intéressent depuis que j'ai 12 ans, en fait. Quand j'ai eu 12 ans, j'ai eu un ordinateur. C'était mon premier ordinateur. C'était en 96 du coup. Et à l'époque, j'ai essayé de comprendre comment ces machins fonctionnaient et de voir si on pouvait pas hacker les choses dans le sens vraiment le côté curieux, essayer donc vraiment de voir s'il n'y a pas un moyen détourné de les faire fonctionner. Et c'était vraiment ma passion. Genre à l'époque, j'ai fait hacker plein de jeux, j'ai fait c'était très facile. Et T'as dû c'était faire des plus trucs très sombres. un amusement. Mais c'était vraiment un amusement. Vraiment, c'était. Je pense un des premiers hacks que j'ai fait qui était assez intéressant, c'était à l'époque, on payait Internet à l'heure, et ça coûtait 16 francs l'heure. Ouais, c'était en francs. Je suis vieux. Ça coûtait Ça date 16 là. francs l'heure. Et mes parents, ils m'avaient donné un forfait de 200 francs par mois, et il fallait pas que je le dépasse, mais 200 francs par mois à 16 francs l'heure, ça allait beaucoup trop vite. Du coup, j'ai dû trouver un moyen pour détourner ce truc-là, et mon fournisseur d'accès, c'est un des premiers trucs que j'ai hacké. C'était rigolo. Bon, du coup, je fais ça quand j'étais gamin. Après, j'ai étudié les mathématiques. Au début, je me dessinais plutôt à un avenir de recherche en mathématiques fondamentales. Et ça me plaisait beaucoup, et j'étais vraiment à fond là-dedans. Et j'ai fait un master, quoi. À l'époque, j'allais partir vers une thèse de doctorat. Et c'est un de mes profs qui m'a dit un truc du genre t'as un super dossier, etc. Tu devrais pas aller dans la recherche, c'est vachement bouché, c'est politique, etc. Il m'a un peu cassé dans mon élan. Il m'a dit tu devrais aller postuler dans des écoles d'ingé, comme ça ton avenir sera plus sûr. Voilà. Un truc comme ça. Il m'a mis le doute un peu et au final j'ai postulé dans différentes écoles d'ingé. Et j'ai été accepté un peu partout là où j'avais postulé. Et du coup, j'ai choisi l'ENSIMAG à Grenoble, qui est une école de maths info. Et donc je suis rentré pas au début de la scolarité, mais genre en deuxième année d'école d'ingé, quoi.
Et du coup, je me suis spécialisé dans la cryptographie assez rapidement, déjà parce que quand t'aimes bien les maths et l'info, la crypto ça marche bien. Et donc du coup, voilà, j'ai eu mon C'est diplôme quelle année à peu d'ingé. près? Ça c'était 2005, 2007, un truc Ok. comme ça. Bitcoin n'existait Euh, même pas, quoi. non, Bitcoin n'existait pas, non. Et donc du coup, j'ai eu mon diplôme. Et ensuite, mon premier stage, c'était dans une boîte qui faisait des circuits électroniques, des secure elements. Et mon stage, il fallait que j'évalue la sécurité de ces circuits. Je connaissais à peu près rien à l'électronique, ni à comment les étudier, etc. Mais assez rapidement, en fait, donc j'ai étudié la littérature et assez rapidement, j'ai trouvé comment extraire les secrets du circuit de la boîte en question. Et j'étais super content d'aller montrer mes résultats à mon directeur de stage, disons. Et lui, il a un peu changé de tête. Genre, j'étais là, bah attends, c'est super ce que j'ai fait. Et en fait, je comprenais que j'avais un peu cassé son travail des 5 dernières années qu'il avait fait. Bon, bref, ça c'était pour la petite histoire. Et au final, ils m'ont demandé de rester pour les aider justement à améliorer la sécurité de leur circuit, etc. Je connaissais rien à l'électronique, mais justement, c'est ça qui m'excitait, tu vois, l'idée de pouvoir apprendre des nouveaux trucs. Bon, bref, je suis resté là pendant 5 ans à peu près. J'ai appris comment designer des circuits électroniques, comment développer des coprocesseurs de cryptographie, comment on faisait des cryptolibres bas niveau. J'ai vraiment appris plein de choses, c'était super intéressant. Toute la politique de sécurité dans les circuits. Après, j'ai rejoint un lab d'évaluation de sécurité, ce qu'on appelle en France un CESTI, Centre d'évaluation de la sécurité et des technologies de l'information. En gros, c'est vraiment un lab externe qui va faire des évaluations de sécurité sur différents types de dispositifs. Ça Une peut être sorte du software, d'auditeur, quoi. Hmm. Une sorte d'auditeur, en réalité. Ouais, complètement d'éditeur, ouais. Les CESTI sont agréés par l'ANSSI, du coup ils peuvent aussi faire des évaluations qui donnent des certifications de sécurité. Le marché qu'on adressait, c'était pas mal le marché bancaire, identité. Typiquement les cartes bancaires, avant qu'elles deviennent des cartes bancaires, on les évalue, on essaie de voir si elles sont au niveau de sécurité attendu pour qu'elles puissent aller sur le marché. Et donc là, j'ai fait pas mal d'évaluations de cryptographie, d'implémentation, des méthodes formelles, ce genre de choses, quoi. Aussi rapidement, ils m'ont demandé de prendre la tête du lab, ce que j'ai fait, et je suis resté à peu près 4 ans. Et c'était assez intéressant. Le truc qui m'embêtait un peu, c'est que ce lab, il se trouve dans une grosse organisation française qu'on appelle le CEA, où tu as 12 000 personnes, et tu avais un peu les lourdeurs des grosses entreprises, grosses organisations, et dès que tu veux Difficile changer de bouger, de faire changer les dès choses, que tu veux etc. changer la couleur du pot de stylo, il faut faire des formulaires, se battre contre les gens, etc. Et ça, je t'avoue, c'était un peu frustrant. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de rejoindre Ledger. Pour la petite histoire, en fait, la première fois que j'ai découvert Bitcoin, c'était en 2011. J'avais un copain à moi qui minait avec son ordi. À l'époque, on minait des blocs de 50 avec son ordi C'est la personnel. régalade. Ouais, et il en parlait tous les jours. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais regarder ce dont il s'agit, quoi. Et je me souviens très bien, j'ai étudié la cryptographie derrière, la chaîne de blocs, les principes de minage, le consensus décentralisé, tout ça. Et j'ai trouvé ça super intéressant, l'aspect technologique, mais je voyais pas à quoi ça servait. D'ailleurs, c'est exactement ce que je lui ai dit. Je fais, franchement, ton truc, c'est ouf, mais ça sert à rien. Il y a pas de moment où les gens, ils vont acheter des bitcoins et échanger du bitcoin entre eux, tu vois. Bref. Et il m'a dit, bon, bah, fais ce que tu veux. Moi, je pense que c'est intéressant. Je me rappelle même à l'époque, j'ai fait tourner Bitcoin Core sur ma machine. Et dans Bitcoin Core, tu avais le mineur et le wallet, enfin, tout était intégré dans le même software. Et le truc faisait ramer ma machine de ouf, normal, tu vois. Et du coup, j'étais là, bon, vas-y, casse-toi avec ton truc. Et j'ai tout désinstallé. Et j'ai pas miné de Bitcoin à l'époque. Et du coup, quand j'ai rejoint Ledger en 2017, mon pote, il me dit, bon, ça y est, t'as compris, là? Et oui, là, j'avais commencé à comprendre. Et je pense le truc qui m'intéresse le plus dans Bitcoin et dans les cryptos, c'est l'aspect, comme on dit en anglais, permissionless, tu vois, le fait que t'as pas besoin N'importe qui peut de... s'approprier le truc, quoi. Exactement. T'es possesseur complètement de tes valeurs et il y a personne qui peut rien faire contre ça, quoi. Là, c'est vraiment l'idée de t'as de l'or, tu l'as chez toi et c'est le tien, tu vois. Mais sauf que c'est numérique et du coup, c'est vachement plus pratique, etc., etc. Bon, bref, j'ai rejoint Ledger en 2017. À l'époque, c'était une startup, on était une quarantaine de personnes. On t'a C'était démarché ou juste... pas? Ou Hmm. c'était toi? On t'a démarché ou c'est toi Ouais, qui, on m'a justement... démarché, Ok. ouais. Ouais.
on m'a démarché et je me souviens avoir rencontré ces mecs qui étaient un peu fous, avec plein d'audace, genre on va devenir le grand truc. Et genre t'es là, vous avez fait quoi? Ah, ce petit produit, ça a l'air cool et tout. Vous êtes combien? 40? Ah ouais. Donc il y avait vraiment le côté genre grosse ambition Il y avait tout à et, faire. euh, et la vision, et il y avait tout à faire. Ouais, ça, c'était vraiment super cool. Et donc, j'ai rejoint à ce moment-là. On était une quarantaine juste avant la série B. Et à l'époque, ma mission, c'était de créer le département sécurité de Ledger. Donc là, j'étais un peu dans mon élément. Et en plus de ça, il y avait le côté vachement plus ouvert que dans les mondes précédents que j'avais pu rencontrer. Et surtout, j'avais une page blanche et c'était un peu à moi d'écrire mon histoire. Et ça m'a beaucoup excité. Et du coup, là, j'ai créé le donjon. T'as dû entendre parler. C'est notre équipe de recherche en sécurité interne à Ledger. Après, j'ai créé une autre équipe autour de la certification de nos produits. Bon, déjà, je venais un peu de ce milieu-là, puis je me suis dit, tout le monde essaie de vendre de la sécurité dans le milieu. Comment tu fais pour un néophyte, c'est vachement dur de comparer A à B, tu vois. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément de preuve, disons, supplémentaire. Je me suis dit, la certification, c'est un truc un peu, tu vois, c'est un tiers qui audite ton produit et en plus, ça va nous forcer à essayer de faire les choses bien. Donc, on est parti par là et on a fait certifier l'ensemble de nos produits. Donc, c'était vraiment bien. Et en 2019, on est à peu près au milieu du bear market ouais, après 2018, quoi. Le top, il est janvier 2018 et 2019, on est bien dans le bear. Bien bas. Ouais, on est bien bas. Le petit bottom à 3K, là. Exactement. Bon, on avait levé pour la série B, donc on avait un peu d'avance, mais on avait quand même beaucoup grossi. Et là, on était un peu dans le bear, quoi. À ce moment-là, Eric part de Ledger, Pascal prend la position, et à ce moment-là, l'engineering marchait un peu moyen. Le VP engineering de l'époque, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais bref, ça marchait Phase pas, de quoi. doute. Phase de doute, ouais, à tous les niveaux, quoi. Et donc à ce moment-là, Pascal me demande, bah vas-y, ça te dit pas de prendre l'engineering. Et moi j'étais là, bah, c'était pas du tout dans mes plans, tu vois. Genre j'étais bien à la sécurité. De diriger la tech en soi. Pour Exactement. expliquer peut-être parce que beaucoup de gens utilisent le terme CTO, mais je pense que les gens qui sont pas forcément dans la tech comprennent pas en quoi ça consiste. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu en quoi consiste ton travail, peut-être tes journées, décrire assez succinctement ta Yes, position? ouais, carrément. Bon, du coup, juste pour finir la petite histoire, Ouais. j'accepte l'offre de Pascal. Rétrospectivement, c'est ouf d'avoir douté parce que c'était une super décision. Et donc après, donc là à ce moment-là, je rentre en charge de la tech. Et donc la tech, c'est toutes les équipes engineering, infrastructure, architecture, sécurité. Bon, dès qu'on fait des trucs techniques, technologiques, c'est dans mes équipes que ça se passe. Et donc ça, c'était en 2019. Et les équipes, c'était quand même vachement plus petites. Je pense qu'on devait être une centaine, 150 au global dans Ledger. Et dans la tech, on devait être 40, 50, un truc comme ça, tu vois. Et ensuite, bah, depuis 2019, il y a eu différentes phases d'expansion et on a eu plusieurs phases d'hypergrowth et on est monté jusqu'à, je sais pas, 800 dans la boîte. On a un peu moins d'être autour de 600. Et la tech, c'est à peu près un petit peu moins de la moitié de ça. Et donc voilà, C'est là beaucoup de personnes aujourd'hui, quand même. C'est quoi? ouais, Tu disais 200, 250 personnes quoi ouais, qui un peu plus de travaillent avec 250 toi quoi. personnes dans Hmm. les équipes. Ouais. Et donc là, je te dis, t'as beaucoup d'engineering, tous les développeurs, que ce soit les développeurs de firmware qui tournent dans nos nanos, que ce soit Ledger Live avec tous les différents front-end en JS, que ce soit les différents back-ends, puisque tu as besoin de synchroniser la blockchain dans Ledger Live pour connaître combien tu as de Bitcoin, combien tu as d'Ethereum, etc. Donc là, il faut tout synchroniser et du coup, on a des back-ends qui doivent tenir la charge parce qu'on a des millions d'utilisateurs et il faut synchroniser chacun de leurs wallets. Parce que parfois, c'est un truc qu'on comprend pas. Genre, avoir un compte sur Coinbase, en fait, t'as juste un compte, mais il y a rien qui synchronise la blockchain côté Coinbase. C'est Ouais. juste des lignes dans une database, tu vois. Quand t'as un ledger et que t'es en self-custody, en autogarde, bah, en fait, t'as un vrai compte sur la blockchain, et donc chacun de nos clients, ils viennent pas Ça query doit faire un juste une ligne paquet de dans la requêtes. database. Ils viennent demander à la blockchain quel est l'état. Et du coup, on est obligé de gérer tout l'état des blockchains en live. Et là, je sais pas regarder les derniers chiffres, mais je crois qu'on est autour de 10 milliards de requêtes par jour, tu vois, sur nos backends. Donc là, tu es obligé d'avoir des backends qui tournent bien carrés. Et si jamais il y en a un qui tombe, bah, il faut le relever rapidement parce que tout le monde devient fou sur Twitter. Où est mon argent? Bon, c'est normal, tu vois, mais bref. Donc ouais, toute la partie back-end avec différents stacks techniques. On a pas mal de Scala, etc.
Et après, on a tout un truc, un vertical autour du B2B, une solution entreprise, qui est beaucoup moins connue que les solutions retail, qui est vraiment à destination donc des entreprises qui ont des cryptos et qui veulent être en self-custody. Et du coup, dans ce cas-là, être en self-custody quand tu es une entreprise, c'est difficile de dire je vais mettre mes milliards sur une clé Ledger. Aidez-moi. Ou alors, enfin, des fois, en plus, c'est même pas les leurs, tu vois. Un exchange, ils ont des milliards à gérer, c'est même pas les leurs. Donc, les mettre sur un nano, Apparemment, FTX, ça allait, hein, parce qu'il y avait des nanos qui traînaient au bureau. Je vais citer personne, mais effectivement, il y a des exchanges qui, dans le passé, ou peut-être même aujourd'hui, utilisent des nanos pour ça. Et je dis pas qu'un nano, c'est super sécure, il y a pas de problème, tu peux mettre des milliards dedans, c'est pareil. Mais par contre, en termes de gouvernance, ça veut dire qu'il y a une personne dans l'entreprise qui a accès à tous ces fonds. Et ça, c'est un vrai problème. C'est problématique, quoi. Et du coup, notre solution entreprise, elle cherche vraiment à répondre à cette problématique. Comment tu fais dans une entreprise pour mettre en place le layer de gouvernance qui va bien, de sorte que multisig et tout. Ouais, c'est pas des multisigs parce qu'on utilise des HSM et on est cross-chain, etc. Mais c'est des multi-autorisations et les utilisateurs, ils vont définir qui a accès à tel compte et quel est le nombre de signatures minimum qu'il faut obtenir pour avec un Ledger Live transaction. Pro, je suppose. Quelque chose comme ça. C'est un sort de Ledger Live Pro, exactement, avec toute la couche de gouvernance que les utilisateurs définissent au sein de leur entreprise afin que ça corresponde à leurs besoins. Typiquement, ils peuvent dire que tel compte peut faire seulement des transactions vers le cold wallet de l'entreprise et que s'ils veulent faire des transactions vers un autre wallet, bah là, il faut un multisig 3 parmi 5. Et si c'est au-dessus de, je sais pas, 10 millions, la transaction, bah, il faut aussi l'autorisation du CFO. Et genre, tout ça, tu vois, tu peux le gérer dans Ledger Vault, qui est le produit Ledger Enterprise. Voilà, donc tout ça pour dire qu'on fait beaucoup de choses et la tech c'est vachement large, depuis de l'embedded software jusqu'à JavaScript et du web pour nos sites web aussi et tous nos différents backends, infrastructures. Donc c'est de ça dont je suis en charge. Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Est-ce que, tu vois, c'est une question que je me posais, est-ce que tu es toujours aussi passionné qu'au début sur les cryptos? Est-ce que tu as eu beaucoup de moments de doute, de remise en question, etc. Parce que, enfin, on en a traversé des choses quoi, ce cycle. Je pense que ce cycle a été encore plus mouvementé que les précédents pour les avoir vécus. Voilà, comment ça s'est passé, par exemple, ce cycle, ou même ce bear market est-ce que tes convictions ont changé? Est-ce que la flamme est toujours là? Est-ce qu'elle est peut-être différente? Bon, qu'elle est différente, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle est toujours là? Je pense qu'elle est encore plus forte en fait. Je dirais qu'en 2019, fin 2018-2019, là qu'on était dans ce bear-là, là c'est plus un moment où j'ai douté, tu vois. Et genre est-ce que ça va repartir, tu vois? Est-ce que les bases étaient moins reprendre solides. C'était pas, enfin, à l'époque, tu vois, par exemple, de te couper, mais sur Ethereum, on avait Arthur Hayes qui nous disait Ethereum double digit shitcoin. Et Ethereum était beaucoup moins gros que maintenant et il y avait encore cette possibilité que bah en fait Ethereum ne survive pas ou en tout cas ne prenne pas cette taille-là, chose qui était pour moi bien différente de ce qu'on a vécu ce cycle-là. On savait que dans tous les cas ça allait rester, on savait juste pas quelle claque on allait se prendre d'un point de vue prix, mais globalement il continue de se passer des choses, quoi. Exactement. Enfin, moi, je te dis, en 2019, là, j'avais un peu des doutes. C'est est-ce que les investisseurs vont revenir? Est-ce que l'intérêt va revenir? Est-ce que Ethereum va survivre? Enfin, tout ça, c'était des vraies questions qui étaient pour lesquelles j'avais un peu des doutes. Je dois bien avouer. Dans ce cycle-là, enfin, moi, j'avais absolument aucun doute, tu vois. J'étais persuadé que ça allait repartir. En plus de ça, il n'y a pas eu de moment où il y a eu tous les projets étaient finis. Enfin, on n'a pas eu ce moment-là. Il y a plein de gens qui ont continué à builder et les projets qui étaient moins bien financés ou qui étaient un peu moins, pertinents, ils sont morts. Et moi, je trouve que c'est plutôt bien d'avoir ces cycles. Tu vois, si t'as que des cycles genre super expansionnistes et qu'il y a beaucoup trop d'argent, au final, t'as tous les grifters qui restent. Exactement. T'as quand même besoin d'avoir un moment où on nettoie un peu les projets qui sont pas legit. Et ce que je trouve super intéressant, ce qui s'est passé pendant ce cycle de bear, hein, c'est qu'en fait, tout le monde a réalisé très clairement dans le cycle précédent que la scalabilité, c'est un problème. Mais on se l'est pris genre dans la tête, genre vraiment violemment.
Et moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est genre OpenSea. OpenSea, c'est une app qui est ultra simple. Genre, quand tu réfléchis 2 secondes, OpenSea, ça fait rien de compliqué. OpenSea, tu le mets live sur Ethereum et tu mets quelques millions d'utilisateurs à peine. Ethereum est à plat. Enfin, Ethereum ne marche plus. Faire une TX, ça coûte 150 balles. Il fallait payer $100 juste pour signer et être en capacité d'utiliser OpenSea, quoi. Exactement. En fait, donc là, tu te rends compte, là, t'es en plein dans la scalabilité, ça marche pas, quoi. Et résoudre la scalabilité, c'était quand même pas simple. Et je me rappelle de l'époque où on parlait de Ethereum 2.0, ils voulaient faire du sharding, etc. Et moi, j'étais là, mais le sharding, c'est super compliqué, en fait. Surtout, genre, synchroniser les EVM et des machines d'exécution parallèles et concurrentes et qui doivent partager un état. Enfin, au global, quand tu fais de l'informatique théorique, ça, c'est un vrai problème compliqué. Et quand tu veux le faire de manière décentralisée, genre, j'étais là, ça va être compliqué, ce truc-là. Et du coup, il partait là-dessus. Et ensuite, j'ai vu les L2 arriver, et là, je me suis dit, bon, là, ça, c'est bon. Ça, c'est la bonne solution pour scaler, et ça va marcher. Et là, on est, Ce serait franchement, un bon moyen de scaler rapidement, en tout cas. les L2, tu veux dire? Ouais. Ouais, mais je pense par rapport au sharding, ça résout C'est des plus problèmes. rassurant. Ouais, pour moi, c'est plus rassurant. Tu crois toujours pas au sharding, ou en tout cas à une application propre et scalable sur Ethereum, par exemple? Tu veux dire le sharding d'Ethereum? Le sharding de l'exécution d'Ethereum, bah, je trouve que c'est vraiment trop casse-gueule. Je dis pas qu'il faut pas continuer la recherche, etc. et que potentiellement on va trouver une solution. Mais moi, ça me paraît quand même assez casse-gueule de le faire bien. Je sais qu'il y a des projets qui tentent de le faire et j'ai rien contre, tu vois. Mais j'arrive mieux à comprendre pourquoi les L2 marchent bien, tu vois. Le sharding, j'ai quand même beaucoup de doutes. Il faudrait qu'un jour, je discute avec quelqu'un qui est super pointu et qui me convainque plus, tu vois. Et là, aujourd'hui, je crois que vraiment les L2, c'est une bien meilleure stratégie et surtout les validities, quoi. On est parti sur les optimistiques vachement plus vite parce que bah, c'était plus facile et il y avait OPStack qui a été prêt super rapidement. Mais les validities sont genre mieux à tous les niveaux. Et le premier niveau, c'est justement la finalité. Genre, souvent les gens ils ont pas ça en tête, mais sur un optimistique, t'as les transactions que tu fais maintenant, tu peux vraiment avoir des garanties sur le fait qu'elle est finale, quoi, qu'elle peut pas être revert au bout d'une semaine. C'est ça en fait qui se passe sur les optimistiques. Sur les validities, la finalité c'est tout de suite. Dès que tu settles et là ça settle rapidement. Il y avait le problème de la data availability et ça a été réglé quand même assez rapidement. T'as eu les projets à la Celestia, Nier qui est parti par là, plusieurs projets qui sont partis par là. Eigenlayer, ils sont pas live mais ils ont un projet là-dedans. Et t'as 4844 qui a été mergé hier. Donc c'est magnifique. Franchement c'est super. Enfin tout ça quand tu réfléchis, ça arrivait super vite. Il y a 3 ans, c'était le moment où t'avais OpenSea qui cassait Ethereum, tu vois. 3 ans pour mettre en place ces upgrades dans un système, comment dire, qui est décentralisé, un système de gouvernance décentralisé. C'est pas comme quand t'as des entreprises où tu te dis, bon, je décide, on va faire ça, et, tu vois. Mais les 6-12 derniers mois, c'est une folie, hein. Ouais. Franchement, moi, je trouve que c'est exceptionnel ce qui s'est passé d'un point de vue technologique. Et là, on est un peu dans le moment où on a résolu un peu cette question de scalabilité. On a plein d'infras dans tous les sens qui permet d'avoir autant de TPS que tu veux, transactions par seconde. Donc là, si on a envie de faire un Visa sur des blockchains, franchement, on peut aller plus vite que Visa. Tu vois, il y a pas de. Qu'est-ce que tu penses du coup du monolithique, etc. Parce que au final, on voit quand même Solana qui part à contre-courant. Et puis à côté, globalement, tout le monde build sur Ethereum, fait son layer 2, son roll-up, etc. Qu'est-ce que tu penses de cette approche? Pour toi, est-ce que c'est viable? Est-ce que Solana est la preuve que genre ça peut quand même marcher? Est-ce que au final je pousse la question, mais est-ce qu'au final c'est peut-être pas mieux parce que t'as plus ces questions de liquidité, ou est-ce que ce problème de liquidité et d'avoir tout sur le même endroit, ce sera réglé et qu'on arrivera par exemple à ramener toutes les liquidités au travers de tous ces layers 2, parce que là on est quand même globalement en train d'empiler les layers 2 qui vont eux-mêmes empiler les layers 3 et puis les layers 4 et puis enfin est-ce qu'on n'est pas en train d'empiler des choses et qui vont faire que cette scalabilité va être peut-être plus fragile à un certain moment? Enfin, C'est une très bonne question. Et effectivement, là, je pense qu'on est un peu à ce moment-là où on a plein de L2 dans tous les sens, qui ont des propriétés différentes et un narratif différent. On sait combien le narratif est important, parfois plus que la technologie, malheureusement. Et effectivement, là, on va arriver dans 6 mois, 12 mois, dans un moment où tu vas avoir
25 000 L2 avec des L3, etc. Et ça, en fait, c'est pas un bon état. C'est pas un bon état parce que tu te retrouves avec une fragmentation de la liquidité, au moins pour toutes les parties DeFi. Ce qui est pénible. Ce qui est un vrai problème. En fait, les marchés sont efficients si la liquidité elle est à peu près au même endroit, ou en tout cas qu'on peut la passer d'un endroit à l'autre facilement. Et dès que tu as plein de L2, le problème c'est que bridger la valeur d'un endroit à l'autre, c'est un truc qui est pas simple, qui coûte cher. Et si tu veux le faire de manière sécure, tu as aussi des problèmes autour des bridges qu'on connaît. Même si les bridges natifs sont quand même plus sécures que les bridges cross-chain. Donc t'as quand même ce problème-là, et ensuite t'as un autre problème qui est ultra important. Genre, le problème qu'on veut résoudre, c'est quand même un problème du X, tu vois. On veut faire en sorte que les utilisateurs Web 2 habituels, ils arrivent dans notre monde crypto Web 3 et tout est simple. Et là, on est en train de leur dire, alors c'est pas compliqué, tu vois. Le token que t'as sur base, tu vas le bridger sur Ethereum. Ensuite, tu vas pouvoir l'envoyer sur Starknet avec le bridge natif de Starknet et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et ensuite, tu vas pouvoir avoir le yield que tu voulais sur l'app de Starknet. C'est pas possible, ça. Il n'y a pas de moment où on résout la masse adoption là-dessus. À ça, tu peux ajouter aussi le fait que les wallets, ils sont ultra disparates. C'est pas les mêmes sur base que sur Starknet. Tu ajoutes à ça le fait que tu as Account Abstraction, qui est une super idée, etc., mais qui est pas du tout standardisé. Et quand tu as un EOA sur base et que tu as un Account Abstraction sur Starknet, du coup, tu as des wallets qui sont complètement différents, qui ont des features super différentes, qui sont pas recoverables l'un avec l'autre, etc. Du coup, en fait, on arrive dans un moment où, pour l'utilisateur, ça va être juste horrible, quoi. Donc, on scale juste en termes de transactions, de montée en charge, etc., mais d'un point de vue utilisateur final, c'est incompréhensible, quoi. Ouais, tu crées des problèmes de fragmentation de liquidité et des fragmentations du X, et ça, c'est un problème. Et à mon avis, ce qui va se passer, ce qui est souhaitable, c'est que, je sais pas, d'ici 6 mois, 1 an, peut-être 18 mois, la plupart des L2 dont on parle aujourd'hui, ils seront morts. Il faut qu'on ait un moment où on ait une correction. Ouais, moi je pense. Et en fait, il y a aucune raison. Surtout qu'ils ont, si c'est à peu près les mêmes, en fait, le seul truc que tu veux résoudre, c'est la scalabilité. Donc, les quelques meilleurs L2 vont rester. Genre 3-4. 3-4, qui vont avoir potentiellement des propriétés différentes, des use cases un peu différents, etc. Et les autres, ils ont plus d'intérêt, tu vois. De la même manière que tous les projets de clones de Bitcoin, 95% de l'époque de 2016, 19% des clones, ils sont morts. Les seuls qui restent, c'est les drôles, quoi. C'est Doge, Et du coup, si tu dois parier, lesquels vont rester pour toi? Et du coup, ça amène le débat des Optimistic Rollup et ZK Rollup. Est-ce que les ZK vont juste tout tuer parce que ce sera les mêmes frais, en soi, ce qui compte pour les gens, c'est la vitesse et les frais, quoi. Donc, est-ce que malgré peut-être que les ZK soient un peu plus proches de la philosophie initiale, est-ce que les gens iront vraiment dessus, ou est-ce que tous les optimistiques vont finir par devenir ZK d'une certaine manière? Enfin, quel est un petit peu ton bet sur ceux qui vont rester et à quoi ça va ressembler? Je sais que c'est pas facile, hein, mais t'es quand même la personne bien positionnée pour une j'ai un avis là-dessus. Je peux le donner. Encore une fois, j'ai pas de boule de cristal et c'est ton propos. C'est mon propos. Je fais pas de conseil en investissement, tout ça. On met les astérisques qui vont bien. Moi, mon avis, d'un point de vue technologique, je pense que les ZK Rollup sont bien supérieurs à tous les autres. Et tous les OP stacks, je pense que à terme, ils vont disparaître. Surtout que là, il y a plein de copycats d'OP-Stack. Le seul truc qu'ils ont à mettre en avant, c'est une icône différente et un gros airdrop. Un logo différent et un gros airdrop. Ok, il y a des gens qui farment les airdrops, c'est cool pour eux, mais... Tu comprends, il faut quand même que les VC arrivent à faire de l'argent aussi. Ouais, mais bon, tout ça, il va y avoir... il faut pas penser qu'ils vont tous rester et qu'il faut hodl tous les OP-Stack. Donc ça va se contracter. Ouais, je pense que ça va se contracter. Et d'un point de vue de la technologie, les ZK Rollup sont bien supérieurs à tous les niveaux. Et le premier niveau le plus important, c'est la finalité. La finalité, c'est un truc qui est important et on peut pas le passer de côté. Et un truc qui m'a vraiment, rassuré, et j'étais super content de voir ça, c'est quand j'ai vu Polygon, qui est un optimistique, à fond, quoi. Ils ont investi genre plus de 100 millions pour acheter plusieurs boîtes de ZK, et là ils arrivent, ils ont un plan de déploiement ZK Rollup en 3 phases, etc. Ils ont encore un peu de mal d'un point de vue traction, non? Oui,
Bah oui, mais enfin, je veux dire, ils arrivent. T'imagines les mecs, ils ont un énorme bet. Enfin, ils font. Enfin, pour moi, c'est pas un bet parce que ils comprennent C'est l'avenir, ils le savent. où va la technologie, ils le savent, tu vois. Pourtant, ils ont une énorme valeur, tu vois. Ils pourraient se dire, bah, me repose sur mes lauriers, tout va bien se passer pour nous. On a une grosse TVL, enfin, c'est le cas. Polygon, ça marche super bien, tu vois. Et on a juste à attendre. Bah non, tu vois, ils se disent, Bah. ok, la technologie, elle va vers les ZK, il faut qu'on investisse, et c'est ce qu'ils font. Et moi, je trouve ça super bien. Après, quel est le temps de déploiement, etc. On va voir, faut pas être trop pressé. Tout ça, c'est récent quand même. Hein. Après, s'ils le font, c'est aussi que globalement, ils sentent que s'ils le font pas, ils meurent, quoi. Bah, du coup, moi, j'en discutais avec les mecs de Polygon quand j'étais en Inde en novembre, je crois, un truc comme ça. Et effectivement, enfin, ils comprennent ce truc-là, et je trouve que c'est quand même une belle réalisation de se remettre en cause et de se dire, bah, le super projet qu'on a, qui est top 10, je pense que Polygon c'est top 10 dans la market cap, et ben, il faut continuer à se challenger, à se dire que bah, notre position, elle est pas granted, tu vois. Il faut continuer à travailler. Ça bouge à chaque cycle. Hein. Ouais, on voit bien. Bah, du coup, moi, je trouve ça super bien de leur part, et je suis complètement d'accord avec leur choix. Les ZK Web, c'est l'avenir. Et si tu veux me demander quelques projets, bah, je sais pas, je pense que t'as un peu une dualité entre est-ce que c'est les ZK full EVM qui vont gagner parce que bah, il y a la compatibilité directe, parce que t'as les développeurs qui sont déjà là, etc. Et typiquement, bah, si tu prends, si ton hypothèse c'est ça, ça va être tous les ZK qui sont le plus proche de l'EVM possible, parce que t'as différents niveaux de compatibilité. Les ZK Sync, ils ont pas mal de traction, mais typiquement en compatibilité, ils sont moins proches que Scroll, tu vois. Okay. Donc, si tu dis c'est comme ça que tu gagnes, donc plus t'es proche de la compatibilité. Ouais, t'as un score en fait. Ethereum, on m'avait expliqué, c'était les gars de Kakarot qui m'expliquaient ça, c'est que en fait t'as une sorte de score pour que toutes les fonctions et tout puisse fonctionner en profondeur, parce que sinon si t'as pas une compatibilité qui est à 100%, tu crées des problèmes à terme encore. Exactement. En gros, est-ce que tu peux mettre AAV, le contrat de AAV directement sur ton ZK Rollup, ou est-ce que il faut que tu modifies 2-3 trucs, parce que c'est un peu ça la question. Et il faut pas penser que parce que t'as un ZK IVM, quoi, il est directement full compatible avec Ethereum. Tu vois, t'as des différents niveaux de compatibilité. Et il me semble que c'est Scroll qui est le truc le plus compatible EVM. Ou alors, est-ce que tu dis que dans les ZK Rollup, t'as différents niveaux et de qualité technologique, etc. Et est-ce que tu dis que c'est la meilleure technologie qui gagne? Et là, à ce moment-là, de mon point de vue, c'est plutôt Starknet, avec les Stark qui sont un peu meilleurs, et Kero qui est vachement plus powerful. Mais par contre, tu as le coût de bouger tous les développeurs et toutes les apps qui sont sur le VM dans le monde Kero. Et tu peux dire, on va faire du Kakarot, mais là, tu rentres dans un... Kakarot, c'est une VM, pour ceux qui nous écoutent. Donc, c'est une application qui tourne sur le L2 Starknet, qui est capable d'exécuter du code EVM, donc qui est capable de créer un L3 compatible EVM, dans lequel tu vas pouvoir faire tourner AAV si tu as envie. Et donc, ton L2 ton L3, disons, Kakarot va créer des preuves de validité de ton monde EVM en Kero, et ces preuves de validité peuvent être ensuite settle sur la blockchain Ethereum L1. Désolé pour ceux que j'ai perdus. C'est un truc. Ça arrive. Ouais. Et pour revenir à ta question, Solana, on s'est un peu égaré. Solana, du coup, là, c'est un paradigme complètement différent. L'idée, c'est de se dire, on va faire un L1 qui est aussi scalable que possible. Et comme ça, on n'a pas besoin de L2. Et du coup, la contrepartie que tu as à ça, tu en as plusieurs. Déjà, c'est le coût de faire tourner un node. Si tu regardes un nœud Ethereum aujourd'hui, ça tourne sur un truc assez petit. Je sais pas si ça tourne sur un Raspberry Pi, ou un truc comme ça. C'est pas très loin. Bitcoin, ça tourne sur un Raspberry Pi facile. Ethereum, je sais pas, mais pas loin, tu vois. Pour faire tourner un nœud Solana, là, tu te retrouves avec des serveurs super costauds. Là, on parle de, j'ai pas les requirements. Data center, quoi. Mais un gros. Genre, le plus gros des data centers, je sais même pas, tu vois. En fait, le problème, c'est la bande passante de ce qu'ils expliquaient. C'est qu'il faut avoir une connexion qui est stable et qui est très bonne. Exactement. Ouais. T'as besoin de beaucoup de RAM, et genre, il faut 500 gigas de RAM, t'as besoin de beaucoup de disques durs ultra rapides, plusieurs terras, et t'as besoin d'une bandwidth de ouf. Effectivement, si t'as pas la bandwidth, t'arrives pas à synchroniser, et t'es pas dans les... Donc en fait, donc t'as beaucoup de pression sur les nœuds qui valident le réseau. Donc ça, c'est un premier trade-off. Et du coup, quand t'as beaucoup de pression et que c'est compliqué de faire tourner un nœud, ça limite un peu la capacité à la décentralisation.
L'idée de Bitcoin d'avoir un nœud le plus léger possible, bah, c'est que t'as ton Raspberry Pi chez toi, tu tournes ton full node. Moi j'ai le mien, je tourne mon full node et tout le monde peut le faire. Et tu vois, ça coûte je sais pas, Ça se passe bien. $3 d'électricité par an et un Raspberry Pi et puis c'est tout. Et tout va bien. Et tu participes au réseau et t'es full sovereign, etc. Et à l'inverse, le Solana, bah, tu vas pas faire tourner un nœud Solana chez toi tout de suite. Et, et l'autre problème, c'est aussi, aujourd'hui, ça scale pas mal. Je sais plus, les scores dont il parle de 300 000 TPS, un truc comme ça. Bon, après, comment tu définis TPS? Il y a FireDancer, je sais pas si t'as vu. Moi, enfin, je sais pas du tout si tu t'es renseigné là-dessus. Moi, ça m'intéresserait d'avoir ton regard sur ça. Ok. En gros, ils sont en train de reconstruire tout le client from scratch parce qu'actuellement, il n'y a pas assez de diversité dans les clients et en gros, t'as celui de Solana Labs et celui de Jito, et en gros, celui de Jito, c'est un fork de celui de Solana Labs. Donc, en gros, il y a Jump Trading qui finance un nouveau client qui s'appelle FireDancer. Ils rebuild tout from scratch. Et du coup, en refaisant tout from scratch, ils arrivent à améliorer la perf, surtout côté hardware, donc qui a besoin moins d'un hardware puissant, et du coup, ça permet de mieux exploiter l'hardware en question. Et surtout, en gros, leur vision, c'est si on fait ça et qu'en plus de ça, bah, en fait, dans le temps, le hardware, il coûte de moins en moins cher et il est de plus en plus accessible. En fait, on règle un petit peu ce problème-là, quoi. C'est la discussion que j'ai eue avec directement en interview. Je comprends. Bon, du coup, effectivement, t'as ces trade-offs et aussi t'as une autre question, c'est que donc aujourd'hui, disons, ils ont 300 000 TPS et 300 000 TPS c'est largement assez pour faire tourner Visa, ok. Ouais. Et si on se dit que en fait, ce qu'on veut faire tourner sur les blockchains, c'est pas juste Visa, parce que Visa c'est pas super compliqué, c'est pas mal de transactions, mais c'est pas super compliqué. Si tu dis, tu veux faire comme tourner genre une machine globale de computing décentralisée et trustless. 300 000 TPS, c'est pas beaucoup en fait. Mais tu les auras pas sur les layer 2. Bah, potentiellement si, parce que tu peux avoir autant de layer 2 que tu veux à la fin, tu vois. Mais si tu disais que ça allait se contracter. Non, mais si tu veux juste exécuter du code. Juste techniquement, ok. Juste exécuter du code à scale, tu peux le faire comme ça. Et que sur Solana, t'es un peu bloqué par il ça. en faut des layer 2. Je sais pas, parce que aujourd'hui les layer 2 sont pas ultra rapides, mais on est déjà quelques milliers de TPS. On est à x9 de ce qui peut se passer de base sur le layer 1 Ethereum, de ce que j'ai vu. Ah, j'aurais pensé que c'était plus que ça. Dans les faits, c'est ce qui se passe, mais peut-être qu'on sous-exploite les layer 2. Mais ça, c'est aussi parce que il y a pas beaucoup de, parce que du coup, pour finir, c'est ce que je disais en intro. Vas-y. On est à ce moment-là où on a masse d'infra, on peut scaler à fond, et il y a pas d'application. Genre, c'est quoi les applications qui tournent sur la blockchain? Bon, la grosse application qui existe déjà et qui est un vrai vertical qui marche, c'est la DeFi. Là, ce truc-là, il est là pour rester. Et moi, j'ai pas vraiment de doute sur le futur de la DeFi. Ça va continuer à grossir. C'est incroyable, hein. Même avec etc. C'est incroyable. Pour moi, ça c'est là pour rester. Et c'est vraiment très fort. Effectivement, quand tu réfléchis à ça, tu es en train de penser que tu as juste un smart contract, un programme qui tourne de manière décentralisée et trustless, qui est capable de faire ce que fait plein d'entreprises à Wall Street, tu vois. Pas besoin d'aller voir ton banquier. Exactement. Et en termes d'efficacité, les gains sont gigantesques. Donc là-dessus, pour moi, j'ai vraiment aucun doute. C'est là pour rester et c'est super efficace. Ça résout un vrai problème. Après, t'as plein d'autres verticaux dont on parle. Typiquement le gaming, qui est un truc assez intéressant. Effectivement, si tu voulais faire du gaming dans le passé, comme je disais, tu peux. OpenSea, ça tourne pas. Tu vas pas pouvoir faire tourner un jeu où tu as plein d'interactions avec la blockchain sur n'importe quelle blockchain. Là, aujourd'hui, on est au moment où on peut commencer à le faire. Tu as des L2 qui sont scalables suffisamment et tu peux dire, tu vas faire plein d'interactions avec ta blockchain sur l'état de ton jeu dans la blockchain. Après, ça à réfléchir quelle est l'interaction que tu veux avoir avec ta blockchain. Mais en tout cas, on est au moment où on peut le faire. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de projets là-dessus. Les use cases, quoi, qui sont adoptés. Ouais. Il n'y en a pas tant. Mis à part les stablecoins. C'est pas un jeu, ça. Oui. Et enfin, l'autre vertical qui m'intéresse, c'est toutes les questions autour de l'identité au global, tu vois, genre, parce que dans les choses que tu possèdes, que tu as envie de posséder vraiment et que tu as envie d'éviter les intermédiaires, l'argent en premier, c'est, la valeur, ok. Mais ton identité, c'est un truc, moi j'aime bien l'idée de j'ai mes credentials et je me connecte sur les services, sites que je veux, en prouvant que je suis moi-même sans intermédiaire, tu vois. En ZK, si tu veux prouver des attributs, ou juste en faisant une signature avec ton device ou avec ton wallet, et tu te connectes à Twitter, Warpcast,
à n'importe quel service qui existe aujourd'hui de manière décentralisée, sans tiers de confiance. Ça, c'est un truc qui m'intéresse pas mal. Et il y a des projets, et là on est un peu dans les problèmes de standardisation parce que tout le monde veut faire son standard et donc t'as 14 standards et t'as un 15e mec qui arrive. C'est dommage qu'on n'ait pas un standard unifié. Je vais faire le standard qui unifie les 14 autres et je relève 100 millions. Standard. Et je lève 100 millions. Voilà, donc là on est un peu dans ce moment-là. Après, à vrai dire, je trouve cette situation elle est un petit peu troublante, mais je suis pas inquiet du tout. Là, je pense que maintenant il y a la capacité, il y a plus qu'à build et les use cases vont venir tout seuls. C'est juste qu'on n'est pas là pour les imaginer. Moi, je me rappelle un peu de la révolution d'Internet à l'époque. Le truc dont je te parlais quand j'avais 12 ans, tout ça. Je passais mon temps sur Internet et mes parents étaient là, mais ça sert à quoi Internet tu fais quoi dessus, tu vois et franchement, à l'époque, il y avait rien sur Internet, tu vois. Il y avait que des pages web statiques où il se passait rien, tu vois. Après, il y a eu Napster, après, il y a eu des services en plus. Et genre, maintenant, on sait ce que c'est Internet. Mais à l'époque, moi, je sentais qu'il y avait un truc, plein de possibilités, etc. Mais ce qu'on buildait sur Internet, c'était de l'infra. Ouf. De l'infra et des sites web statiques. Et ensuite, une fois qu'il y a eu la capacité de faire beaucoup plus de choses sur Internet, que les débits ont augmenté, que les machines ont augmenté, tout d'un coup, on fait ce qu'on fait aujourd'hui sur Internet. On est en train de streamer du HD en temps réel et tout va bien. Tout va bien. Ouais. Yes. Juste pour clôturer sur ça, parce qu'il y a plein de sujets, mais donc là, tu vois un petit peu ce qui se passe sur Bitcoin. On nous vend des Layer 2 sur Bitcoin. Je sais qu'il y a Stacks aussi qui bouge pas mal de ce côté-là. Je vois qu'il y a beaucoup de projets aussi qui lèvent de l'argent de ce côté-là. Est-ce que pour toi, c'est du bullshit? Est-ce que pour toi, il y a des choses qui peuvent vraiment se concrétiser? Voilà. Quel est un petit peu ton regard? Ou est-ce que tu te dis, en vrai, on s'en fout et juste on fait tout sur Ether? Moi, je pense il y a un peu une mécompréhension sur la marchandise des L de Bitcoin. Je pense Bitcoin, ça n'a pas été fait pour exécuter du code dessus et c'est par design en fait. Et il y a pas mal de projets où les mecs arrivent à prouver d'un point de vue théorique qu'on pourrait faire des trucs intéressants et un peu plus poussés que ce qu'on fait aujourd'hui sur Bitcoin. Le problème c'est que Bitcoin c'est pas fait pour ça et il y a pas de moment où si on ne change pas le protocole, il y a pas de moment où on va pouvoir exécuter des choses compliquées et settle des L2 sur le L1 Bitcoin sans changer le code. Ça c'est pas possible, genre théoriquement sans changer le code. Et le code ne changera pas dans tous les cas. Je sais pas. A priori. En vrai. Il y a peu de chances que ça se produise dans ces proportions-là, quoi. Moi, je pense qu'il y a un truc qui pourrait être intéressant parce que sur Bitcoin, quand tu réfléchis, moi, je suis un grand fan de Bitcoin et que je préfère le dire en préambule. Sur Bitcoin, sur le long terme, t'as une vraie question de comment tu continues à incentiver, à inciter les mineurs à sécuriser le réseau. On sait qu'avec les halvings, on divise par 2 tout le temps les récompenses et l'idée de Satoshi, c'est de dire c'est pas grave, tout ça va être compensé par les fees sur Bitcoin. Ça marche bien si t'as beaucoup d'usages sur Bitcoin, mais après, ça finit à un moment où tout TTX, il coûte 10 000 balles. Et puis, tous tes BTC sont dans des ETF et ils font BTX. Et potentiellement. Et donc, tout TTX coûte 10 000 balles et au final, t'as pas vraiment d'usage et le truc est un peu stuck. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment un avenir souhaitable. Et du coup, ce qui serait plus souhaitable, c'est de se dire, bon, on va créer des L2 et on transacte on transacte tout sur le L2 et on settle seulement sur le L1 quand il y a besoin. Et parfois, typiquement Lightning, c'est une idée autour de ça. Lightning, c'est super élégant d'avoir fait Lightning quand tu comprends comment ça marche et quand tu comprends les limitations que tu as sur Bitcoin. Mais Lightning, en fait, ça répond pas à cette question-là. Il y a beaucoup trop de limitations sur Lightning. Et pour moi, la première limitation la plus forte, c'est le fait que tes canaux, ils ont une capacité. Genre, si on crée un canal Lightning, toi et moi je mets 0.1 de mon côté, toi tu mets 0.2. De toute la vie de notre canal, il y aura jamais plus que 0.3 Bitcoin qui pourra passer entre nous. Et si moi j'ai que 0.1 de mon côté, je peux pas t'envoyer 0.3. Je peux envoyer seulement 0.1. Et si je veux changer la capacité de notre canal, ça veut dire que faut que je fasse une nouvelle transaction sur le L1. Et donc en fait, à chaque fois que tu veux changer la capacité de paiement d'un côté ou de l'autre, en fait, il faut que tu refasses une transaction sur le L1. Donc en fait, Lightning, ça marche bien dans un
le réseau pair à pair, où bah, le 0.1 et le 0.2, entre nous, il fait que ça, tout le temps, tu vois. Puis même les utilisateurs, ils sont pas accaparés le truc, c'est-à-dire que on a Oui, en commencé à plus de avoir ça, des exchanges, l'ajouter et l'adopter, mais tu l'adoption, sens que elle est faible. l'usage, il suit L'adoption pas, est faible. quoi. Mais du coup, la question sous-jacente par rapport à toutes ces histoires de L de Bitcoin, etc., c'est est-ce qu'on n'est pas en train de juste créer des solutions parce que on a un besoin économique et pas parce que, genre, c'est vraiment quelque chose d'intéressant? Tu vois, est-ce que c'est pas juste pour dire, ok, on va ramener des feeds sur ces trucs-là, mais c'est vraiment pas fait pour ça, et du coup, en vrai, on essaie juste de faire une sorte de patch qui nous ramènera des revenus. Là où les ordinals, les inscriptions, et tout, etc., là, c'est vraiment différent, et tu vois ce que je veux dire? Moi, moi, j'imagine bien un monde dans lequel t'as un layer one de référence qui est ultra strong et qui fait un seul truc, c'est du settlement. Et, euh, et du coup, et ensuite, t'as d'autres L2 où t'exécutes du code à scale, tu fais d'autres choses, de la DeFi, etc. Et c'est L2 settle sur le L1. Et le L1, en fait, il n'y a pas trop de raison qu'il fasse des trucs vachement plus compliqués. Tu vois, typiquement, là, sur Ethereum, on est dans une situation où le L1 exécute du code, mais aussi settle, aussi fait la DA, tu vois. Et en plus de ça, là encore une fois, je risque de froisser certains. Moi, j'ai plus de conviction sur l'aspect de sécurité économique de Bitcoin que celui d'Ethereum. J'ai pas de doute sur la sécurité d'Ethereum, etc. Mais je suis quand même plus à l'aise avec le proof of work. Et un truc qui serait intéressant, du coup, c'est de se dire, on rajoute un opcode sur Bitcoin. Désolé pour tous les Bitcoiners que je vais froisser. On ajoute un opcode sur Bitcoin qui est juste vérifier une preuve ZK. Tu fais juste cet opcode, tu le fais payer plus cher, parce que ça coûte plus cher à exécuter. Et ensuite, ça veut dire qu'une fois que tu as ça, tu peux avoir autant de L2 que tu veux, et tu les settle sur Bitcoin. Et donc là, tu as Bitcoin qui devient un settlement layer ultra strong, parce que casser Bitcoin, ça coûte quand même plusieurs dizaines de millions par seconde, donc il faut se lever tôt, quoi. Et en plus, tu vas juste casser tu vas revert une transaction, tu vas pas très loin, quoi. Donc t'as un L1 qui est super strong, tu résous le problème de scalabilité de Bitcoin, tu résous le problème économique de Bitcoin, et ensuite tes L2, ils settle sur le layer le plus strong qu'il y a dans l'écosystème. C'est quoi la proba que ça arrive pour toi, cet ajout de code? C'est assez difficile à dire parce C'est que dur de faire bouger les lignes quand même, hein. oui, sur Bitcoin, c'est dur de faire bouger les lignes et c'est un peu par design, tu vois. Mais moi, je crois vraiment que à terme, sur Bitcoin, on a un peu un challenge autour de comment tu continues On à est dos au mur, rémunérer, quoi. comment tu continues à rémunérer les mineurs. Donc, soit on se dit le prix continue à multiplier par 2 tous les 4 ans et le hardware devient plus efficace et du coup, les Puis mineurs c'est les mineurs qui ont le pouvoir. et les mineurs ont le pouvoir, ouais. Mais du coup, si on se retrouve là-dedans, enfin, si au bout d'un moment les mineurs ils ont plus d'incitants à miner parce que les rewards de mining elles sont trop faibles, euh, il faut vraiment que les fees sur Bitcoin soient suffisamment Compense. importantes. Mais du coup, encore une fois, si les fees elles sont suffisamment importantes, ça veut dire que bah tu peux plus transacter que des grosses transactions, tu vois. Et enfin, si tu dois payer 10 000 balles par transaction, c'est un peu limitant. Enfin, je trouve c'est pas un avenir qui est souhaitable pour Bitcoin, tu vois. Donc On se rapprocherait d'Ethereum. du coup les mainteneurs Bitcoin, ils pourraient se dire au bout d'un moment peut-être que ce truc-là c'est pas souhaitable et résoudre le problème, tu vois. Bon, résoudre le problème comme ça. Après, tu sais, il y a d'autres idées autour de la tail emission sur Bitcoin. Bon, ça par contre, je pense que ça n'arrivera pas justement parce que le narratif des 21 millions est vraiment trop strong. Euh, mais moi, je pense pas que ce soit impossible à bouger. On va voir, on va voir. Après, c'est vrai que parfois, moi, j'aime bien avancer les choses qui avancent et le progrès technologique, etc. Et de voir que Bitcoin ne bouge pas, t'as un côté rassurant, mais t'as un côté un peu frustrant de se dire, putain, ce serait bien d'avancer, de Faut rajouter ces rajouter des avancées. lignes à la Bible, si je comprends bien. Exactement. Je voulais parler un petit peu sécurité et ta position à Ledger et ce que tu vois dans l'écosystème. Est-ce qu'au final, tu vois, ta position, ça te met pas, entre guillemets, trop de pression, entre guillemets, sur les épaules, un peu comme ce qu'on commence à voir avec Lido, avec Eigenlayer, etc. Tu vois là où je veux en venir, d'avoir un Ouais, petit je vois peu ce que tu veux dire. des points de centralisation, ou en tout cas des points qui, si ça pète, ça pète fort. Donc, de quel œil tu vois un petit peu comment l'écosystème se développe avec beaucoup de fonds qui vont sur Eigenlayer, beaucoup de fonds qui vont dans le
Liquid Restaking dans le restaking. On a Lido qui a une part énorme des Ethers stakés. On commence à avoir de la DeFi qui build partout en utilisant ces jetons-là en collatéral. De quel œil tu vois tous ces développements? Est-ce que tout va bien aller ou est-ce qu'on est en train de faire des grosses conneries à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut y faire quelque chose aussi? Oui, on peut faire quelque chose. Pour commencer par Lido, typiquement, moi je trouve que, c'est un vrai problème. On fait semblant que ça n'existe pas, mais c'est un vrai problème. T'as plus de 30% des Ethers qui sont stakés sur Ethereum, et Lido, c'est un smart contract par bunch de 32 Ethers, et la gouvernance de Lido, c'est un 5 parmi 12. Une petite anecdote, rapidement. Désolé de te couper. Je connais un gars qui bosse sur la partie audit, etc. Il travaille dans une grosse boîte d'audit par le passé. Et du coup, maintenant, il est en freelance, etc. Et il me dit, mais tu sais que moi, j'ai des potes, Lido essaye de les démarcher et avec des gros billets. Mais les mecs refusent parce qu'ils veulent pas de cette merde, parce que si ça pète, t'es foutu, quoi. En gros, c'est trop de responsabilité et pour le coup, s'ils refusent, c'est que c'est une vraie possibilité, quoi. Donc, je te dis, donc pour terminer, donc les contrats de 32 Ethers, la gouvernance de Lido, c'est un 5 parmi 12. Ça veut dire qu'il suffit de 5 personnes qui colludent sur Terre, 5, et Ethereum est dead, quoi. Enfin, si tu take over l'ensemble des... ça serait un événement ultra dramatique, quoi. Donc du coup, il faut pas mettre ce truc de côté. Et pourquoi on en est arrivé là? Moi, je pense que c'est vraiment à cause du design du POS d'Ethereum. Le design du POS d'Ethereum, de mettre un minimum de 32 Ethers, de faire en sorte que chaque bunch de 32 Ethers a un validateur séparé, le fait qu'on crée des deposit contracts avant de pouvoir withdraw, genre tout ça en fait, ça veut dire que t'as envie d'avoir du pooling et t'as envie d'avoir du liquid, tu vois. Donc en fait, c'est le design d'Ethereum qui il voulait créer la décentralisation, se dire si chacun a ses titres en deux et fait tourner son validateur chez soi, ça va être vachement décentralisé. En fait, c'est un mauvais pari parce que les gens ils ont pas envie de faire tourner un validateur chez eux et surtout ils ont pas tous 32 Ethers, quoi. Enfin... Et tu te crées un vrai problème parce que au final, si ces personnes-là poolent les Ethers stakés et que toi tu te dis 32 Ethers c'est trop ou qu'il faut faire un changement, en fait c'est ces personnes-là qui vont décider et ils ont aucun intérêt à ce que ça change, non? Du coup, tu crées, ceux qui peuvent changer le système n'ont aucun intérêt à le faire ou le voudront pas, je sais pas. Non, ils ont pas d'intérêt à le faire. Après, comment tu peux diversifier Lido? Je pense qu'il suffit d'avoir il suffit entre guillemets que les concurrents aient un incitant économique plus grand donnent un incitant économique plus grand à leurs utilisateurs, tu vois. Et ça c'est pas impossible. Lido comme ils prennent une bonne marge, tu peux avoir une marge plus intéressante. Hein, ouais, et franchement, quand tu regardes, c'est pas beaucoup de gens qui ont créé Lido. Je pense qu'ils doivent être bien. Ils ont fait un bon. Après, c'est des enfants de cœur comparé à Tether, donc. Ah, Tether, c'est une boîte de 40 personnes. Ils ont 100 milliards sous gestion, à 5% Tout va bien. sur les T-bonds. Ils font 5 milliards de revenus par an. C'est facile, hein, pas besoin d'avoir leur compte. Hein, tu sais faire des pourcentages. Ouais, donc bref, tout ça, effectivement, la question de la décentralisation, c'est une vraie question. Et en fait, il faut pas se dire que c'est un truc qui est granted, tu vois. C'est un truc qu'il faut toujours travailler sur incentiver, inciter la décentralisation des réseaux, des blockchains, des protocoles. Et parce que si tu l'as pas en fait et qu'on revient sur un truc qui est vachement centralisé, etc., à la fin la crypto a pas beaucoup d'intérêt parce que tu perds la résistance à la censure, tu perds l'aspect permissionless et si tu perds tout ça, on peut revenir à utiliser des bases de données Oracle, ça marchait bien avant. Hein. donc ouais, je pense que c'est une attention de chaque instant. Et à Ledger aussi, là tu parlais tout à l'heure, responsabilité, effectivement. Aujourd'hui, Ledger sécurise autour de 20% de la market cap globale, tu vois. Donc effectivement, c'est beaucoup de responsabilité. C'est gigantesque. Il faut éviter plus que Tether. Oui, Tether c'est 100 milliards et plus, ouais. 20%, du coup ça doit faire 500 milliards à peu près. Ouais. Et ça c'est seulement ce qu'on voit. Hein. Si tu n'utilises pas Ledger Live, si tu n'utilises pas nos backends, on n'en sait rien de combien t'as. Donc potentiellement il y a plus que ça aussi. Donc oui, c'est beaucoup de responsabilités. Et après,
les aspects de décentralisation et de faire en sorte que les utilisateurs soient le plus autonomes possible de Ledger, c'est un truc qui est super important pour nous. Tu vois, à chaque fois qu'on développe des nouvelles features et qu'on update le firmware, on pense toujours à qu'est-ce qui se passe, comment on rend l'utilisateur de Ledger le plus indépendant, autonome possible de Ledger. C'est un truc qu'on garde toujours en tête. Et à la fois, on veut aussi s'assurer d'améliorer l'UX toujours et de faire en sorte que Madame Michu, comme on dit, elle puisse venir dans l'environnement Ledger de manière plus... C'est ce qui drive aussi de vos revenus en réalité aussi. Bien sûr, les deux choses sont importantes. Mais la décentralisation, c'est un peu comme les aspects de privacy, tu vois. C'est un truc qui est dur à mettre en place, ça coûte cher, et les utilisateurs au premier abord, ils voient pas l'intérêt, tu vois. Et par contre, le jour où tu le perds, bah là, ils disent, ah merde, effectivement, c'était important ce truc-là. Restaking, t'as une opinion là-dessus? Restaking, ouais. Liquid restaking. Liquid restaking. Bon, moi je trouve que c'est une bonne idée de base, l'idée derrière Eigenlayer en particulier. Ensuite, je trouve que c'est complètement overhyped, qu'on soit clair. Enfin, il y a beaucoup trop de hype autour de Eigenlayer et tous les trucs qui tournent autour d'Eigenlayer. Pourquoi trop? Et il y a pas trop de hype. Non, mais pourquoi c'est trop pour toi? Ah, pourquoi trop? Bah, je pense qu'il y a déjà beaucoup trop d'argent dessus. Et ensuite, n'oublions pas que cet argent, il est là pour sécuriser d'autres protocoles, d'autres applications qui n'existent pas. Genre aujourd'hui, qui a besoin de 10 milliards de... parce que je crois que sur Eigenlayer, il y a déjà 10 milliards alors que rien n'a été lancé. Quel protocole a besoin de 10 milliards de POS pour sécuriser son protocole? Aujourd'hui, il n'y en a pas spécialement, tu vois. Donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, il y a un truc qui me trouble un peu dans l'idée du restaking, c'est que il n'y a pas de lien fort entre la quantité de valeur que tu sécurises sur ton L2 / protocole / application et combien tu as d'argent at stake. Parce que en plus, tu peux restaker autant de fois que tu veux à la fin, tu vois. Ton Ethereum qui est staké sur STIS avec Lido par exemple. Pour sécuriser la blockchain Ethereum, on le réutilise pour staker sur un AVS lambda et ensuite sur plusieurs même, ensuite de manière liquide, etc. Donc en fait, ton Ethereum de base, il va potentiellement sécuriser genre 25 réseaux différents. Et donc ce que je disais, c'est que dans le Proof of Stake, tu vois, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un incitant plus typiquement que ça coûte beaucoup plus cher d'attaquer le réseau plutôt que ce que tu vas gagner en l'attaquant, tu vois. Dans l'idée d'Eigenlayer, ce lien, tu le perds en fait. Il n'y a pas de moment, parce que dans ces L2, ces protocoles de plus, tu peux avoir autant de valeur que tu veux pour un Ethereum qui est stacké 250 fois, tu vois. Et il y a pas de lien protocolaire, tu vois, entre ces deux choses. C'est pas proportionnel. Il y a pas de moment où c'est proportionnel. Et bon, donc tout le monde a à peu près ça en tête et se dit on va faire les choses bien, on va éviter de le faire 25 fois. En fait, il va pas se passer ça du tout. Mais donc ça, c'est un vrai risque théorique. Après, je pense que ce risque n'existe pas trop pour l'instant, parce que comme je te disais, pour l'instant, il n'y a rien à sécuriser, il y a que des fonds at stake, donc là, on a plutôt le problème inverse. Voilà un petit peu. Que de l'airdrop à farmer. Hein? Il y a que de l'airdrop à farmer là. Pour l'instant, il y a que de l'airdrop à farmer, effectivement. Je voulais revenir un petit peu sur la sécurité en elle-même, tu vois. Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous regardent qui ont un Ledger, mais avoir un Ledger, en vrai, ça suffit pas. Ce qu'il faut, c'est aussi avoir les bonnes pratiques, les bonnes habitudes, etc. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais aux gens qui nous regardent, tu vois, des erreurs qui arrivent trop souvent? Bon, je suppose que, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont tourné, mais peut-être des trucs auxquels les gens font pas vraiment attention et qui te semblent essentiels, tu vois. Par exemple, si demain j'ai, disons 500 000 $ à sécuriser, comme ça servira d'exemple même pour les personnes qui en ont, je sais pas, 1000. Qu'est-ce que tu ferais? Cette vidéo vous est présentée en partenariat avec DYDX. DYDX est LA solution décentralisée qui vous permet de trader les principales crypto-monnaies de manière liquide sur mobile et ordinateur. Contrairement à la majorité des exchanges, vous n'avez pas besoin de vous KYC et vous récupérez la majorité des frais que vous payez. Plus de 60 000 personnes utilisent déjà DYDX et j'en fais partie, alors qu'attendez-vous? Scannez le QR code sur votre écran ou utilisez le lien dans la description pour créer votre compte avec un simple wallet et profitez de 5% de réduction sur vos frais. Allez, on repart sur l'interview. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, mais je me lasse pas d'y répondre parce que c'est ultra important. C'est trop important, en fait, parce qu'on en parle pas assez. Ouais. Exactement. Alors déjà, quand tu as un ledger, il y a un truc
qui est pas mal, c'est que en fait, tu rends les choses physiques dans ton modèle de pensée. Tu vois, tu dis, ok, mes clés sont là. Tu vois, il y a un truc comme ça, alors que dans le software, tu n'as pas ce truc-là. Euh, donc déjà, il y a le moment où tu vas générer ta seed, donc ton master secret, et donc tu vas le générer avec ton device. Ou j'ai un Stax aussi pour les fans. Tu vas le générer sur ton master device et ensuite tu as besoin de faire un backup. Et ce backup, il est ultra important. Je dirais que c'est mon premier conseil. Ce backup, il est super important. C'est parce que en fait, si ton device il meurt ou si tu le perds ou si tu le mets à la machine à laver, Ça arrive. ça arrive. La seule façon de récupérer l'accès à tes comptes, c'est tes 24 mots. Et donc tes 24 mots, à la fois, il faut pas les perdre et à la fois, il faut que personne mette la main dessus. Parce que si quelqu'un met la main dessus, il a Ce qui est autant de pouvoir que difficile. toi. Ouais, il a autant de pouvoir que toi et il peut vider ton compte juste immédiatement. Et ensuite, on me demande, mais tu fais quoi de ces 24 mots? Et là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de solution magique, en fait. La question, c'est C'est du réfléchis. sur-mesure, quoi. Ouais, c'est du sur-mesure. Réfléchis au problème que tu veux résoudre. Tu peux les stocker chez toi, mais du coup, si tu les stockes chez toi, Tu te fais la braquer, question, cambrioler. c'est qu'est-ce qui se passe si tu fais homejacker, tu te fais cambrioler? Qu'est-ce qui se passe si ta maison elle brûle? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. T'as ça à avoir en tête. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il faut que tu te poses la question, est-ce que tu as envie que ta femme, ton partenaire, disons, ait accès à tes 24 mots maintenant? Si oui, bah du coup, tu peux partager. Sinon, bah réfléchis Le coup de bien. l'émotion. Ouais, c'est un truc qu'il faut avoir en tête, tu vois. Selon la réponse à laquelle que tu donnes à cette question, la manière dont tu vas stocker ces 24 mots va être différente, quoi. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu meurs? Comment tu fais enfin, il faut y penser, hein, surtout si c'est 500 000 dollars dans ton exemple, t'as envie que quelqu'un les Un bel récupère à la fin, tu vois. héritage. Mm. L'héritage, ouais, l'héritage, c'est un autre truc important. Et bref, en fait, selon les questions, les réponses à lesquelles tu mets à ces questions-là, ça va changer là où tu vas stocker tes 24 mots. Et, et moi, je dirais quand même, dans l'absolu, c'est quand même bien que ça prenne du temps d'accéder à ces 24 mots. Genre, si tu dis ils sont sous mon clavier et je peux les sortir à n'importe quel moment, bah C'est qu'un ça c'est problème. pas une bonne OPSEC, tu vois. Donc, je dirais que ça, c'est le premier conseil. Quelles que soient les réponses auxquelles tu poses à ces questions-là, je pense que c'est bien qu'il y ait un buffer de temps entre le moment où tu as grillé ton device et le moment où tu peux recover sur un wallet. Et ce Globalement, buffer c'est de de temps, l'espace physique. le temps, c'est de l'espace et bah, c'est plein de choses. Enfin, ça dépend comment tu y réponds, mais l'espace physique, c'est une bonne stratégie. La redondance, c'est pas une mauvaise idée. Si tu les stockes, je sais pas, j'ai pas envie de donner d'idées. Si tu les stockes quelque part, qu'est-ce qui se passe si ce quelque part brûle, etc. T'as les mêmes problèmes que si que tu les stockes chez toi. Bref, tout ça, en fait, c'est des vraies questions qu'il faut se poser et se C'est poser pénible, hein. régulièrement. Ouais, mais y a rien de magique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a lancé Recover pour Recover, donner une ouais. option supplémentaire. On pourra en parler après si tu veux. Mais en tout cas, il y a rien de simple. Et en plus de ça, les réponses que tu vas donner à ces questions, elles changent au fur et à mesure du temps, potentiellement parce que comment dire, la façon dont tu vis le risque est différente, parce que tu as plus d'argent, parce que bah, tu n'es plus avec ta femme. Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent changer. Donc il faut se reposer la question régulièrement. Et un autre truc que je conseille, c'est de faire des recoveries de manière régulière. Genre tous les 2 ans, par exemple, tu dis à telle date, bah, je me prends 2 heures, le temps qu'il faut pour faire un recovery, voir que tout fonctionne, repenser mon OPSEC, est-ce que c'est OK, etc. Donc je dirais que ça, c'est le premier truc. Deuxième truc à propos de ces 24 mots, il y a un seul endroit. Donc tu as le backup dont je viens de parler, et ensuite tu as le moment où tu utilises ce backup. Le seul endroit, quand tu es un utilisateur Ledger, le seul endroit où tu peux rentrer ces 24 mots, c'est dans ce Là, device. pareil. Dedans. En fait, et tu galères avec avec tes petits boutons à les rentrer. Et c'est le seul endroit. Il n'y a pas de moment où Ledger t'envoie un mail et tu lances Ledger Live et Ledger Live te demande de rentrer tes 24 pots dans Ledger Live. Ça Ou un n'arrive conseiller pas. Ledger qui t'appelle. Exactement. Et donc, je préfère insister là-dessus parce que malheureusement, très régulièrement, on entend au Customer Support des gens qui sont tombés dans ce piège-là et il y a un faux conseiller Ledger ou un faux mail ou un faux site qui leur a dit ah tiens il y a un super airdrop, connecte ton wallet et rentre tes 24 mots au Magnifique. passage. Ah mes 24 mots sont sous mon clavier, je les rentre et donc là t'as perdu tout ton wallet direct et la blockchain permissionless, immutable, et etc. Elle est aussi immutable. Il n'y a pas de moment où tu récupères tes fonds. Pas de C'est retour en fini. arrière. Exactement. Pas de retour en arrière. Donc ça, je dirais que c'est les deux choses vraiment importantes sur les backups et les 24 mots. Et ensuite, tu as comment tu utilises tes fonds. Et ça, c'est un truc qui est un petit peu trop
mis de côté. Enfin, on a l'impression que vu que on a nos secrets qui sont sécurisés à l'intérieur de ces devices qui sont très sécures, on peut faire ce qu'on veut, tout va bien se passer. Bah non. En fait, il faut faire attention à ce que tu signes. C'est un appareil physique que t'es protégé. Exactement. Il faut faire attention à ce que tu signes parce que le truc que tu signes, c'est les trucs que le device il va exécuter. Il va pas faire. Tu vois, il est un peu bête et méchant. Si tu lui demandes de signer une transaction qui vide ton wallet complètement, et que tu acceptes, le device, il va signer cette transaction, il va la propager à la blockchain et tu vas perdre tous tes fonds. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment très important. Et donc, typiquement, quand on interagit avec des smart contracts, on est amené à signer des transactions qui sont plus complexes que juste faire un send. Quand tu fais un send, tout est bien écrit sur le device. Il est écrit que tu envoies 0.1 Bitcoin à telle adresse. Bien vérifier l'adresse, c'est important. Encore une fois, si tu envoies une mauvaise adresse, c'est foutu. Et par contre, quand tu interagis avec un smart contract, l'interaction peut être un peu plus complexe. Et il arrive, plus que souvent malheureusement, que le smart contract soit pas supporté par nos devices. Et tu finis à signer un hash, ce qu'on appelle le blind signing. Ouais, c'est juste des hexadécimales et tu comprends pas ce que tu signes. Bon, déjà, la première chose que je veux dire, c'est que on travaille beaucoup en ce moment pour résoudre ce problème-là. C'est pas simple de le faire, mais en tout cas, c'est un des plus gros problèmes. Ouais, c'est un vrai gros problème et il faut pas le minimiser, quoi. Et on fait en sorte que dans les mois qui viennent, la plupart, moi j'aimerais que ce soit 100% évidemment, la plupart des interactions que tu vas faire avec la blockchain, au moins la blockchain Ethereum dans un premier temps, elles soient clear signées, que ce soit écrit, là tu es en train d'interagir avec le smart contract Uniswap et tu es en train d'envoyer 3.4 Ethereum pour recevoir 14 000 $. Sur Rabi Wallet, tu as une simulation de la transaction, on t'explique ce qui s'est passé, est-ce que le contrat, il y a eu beaucoup de revoke récemment, combien il sécurise de valeur. Donc ça, c'est un autre aspect, donc la transaction de simulation qui est complémentaire et qui est ultra important. Mais par contre, si ton... Tu peux pas mettre toutes ces infos sur un petit écran comme ça. Ouais, d'accord. D'où le Stacks. Par contre, oui, déjà sur Stacks, je peux mettre plus d'infos. Mais par contre, le problème, c'est que si tu as un malware sur ton PC, tu peux croire que tu es en train de signer la transaction Uniswap, alors que ton device, il va te demander de signer autre chose. Donc, tu as quand même besoin des deux, en fait, tu vois. Tu as besoin des deux aspects. Dans la transaction simulation et les Web3 check, les firewall, Web3 firewall, il y a plein de noms à ça, tu vois, mais le truc de Rabi, c'est un bon exemple. Ça, c'est vachement intéressant et vachement utile. C'est jamais safe à 100% parce que ton extension Chrome, peut-être c'est la mauvaise, peut-être que tu as une injection dans le... Par contre, ça remplace pas le clear signing sur le device. Donc ça, c'est les deux choses qu'il faut avoir en tête. Quand tu signes de manière blind un hash, tu prends de gros risques de vider ton wallet. Donc moi, ce que j'ai envie de recommander, c'est d'éviter complètement de faire du blind signing. Moi, je n'utilise pas la DeFi avec mon Ledger. T'es à risque. Et du coup, si vraiment tu veux faire de la DeFi et faire du blind signing, moi, ce que je vais conseiller, c'est d'avoir des comptes séparés. Donc, si tu veux le faire avec un ledger, tu peux, mais tu as deux ledgers et tu te dis, 95% de mes fonds, j'ai pas envie de les perdre, j'ai envie de les hodl là-dedans, du coup. À la vie et la mort. Exactement, je les mets dans ce device-là. Et pour les 5% que j'ai envie de mettre en DeFi et faire le degen et d'aller farmer les airdrops dans tous les sens, j'utilise ce device-là, et au moins tu sépares les risques. Et check les approvals aussi régulièrement, je suppose, parce que moi, c'est un truc dont je me suis aperçu avec Rabi qui est incroyable. Hein. Exactement. Vérifier les approvals. Ça, pareil, dans toute notre stream clear signing, le premier item, c'est de s'assurer que à chaque fois que tu vas faire un approval, il n'y a pas de blind signing. Direct sur le device, ce sera écrit, tu es en train d'approuver une autorisation sur tel asset de tel montant. Que ce soit les approvals simples, les permis de... Bon, il y a plein de variations, mais en tout cas, c'est un truc qui va arriver rapidement, ça. Voilà, donc je dirais que c'est un peu ça mes trois grands conseils. Ça fait c'est déjà des bons tips. C'est déjà des bons tips et je pense que c'est important d'avoir une piqûre de rappel comme ça parce que je vois des gens tous les jours qui perdent leur fonds. Donc, ne serait-ce si ça a aidé une personne, je sais que ça aide des gens. Et plus tu le dis, et plus... En fait, je vais encore faire mon vieux. À l'époque de Internet, le début d'Internet, là, je me souviens, c'était pareil. Tout le monde était là, il était transi, qu'est-ce qui se passe? Je vais perdre mon argent, etc. Et ensuite, les gens, ils ont fini par comprendre qu'il fallait pas donner les mots de passe de leur compte en banque, qu'il fallait vérifier qu'il y avait bien le petit cadenas. C'était l'époque où il n'y avait pas HTTPS partout, tu vois. Bref, tout ça, il y a eu de l'éducation, etc. Et maintenant, c'est assez naturel et tout le monde a à peu près les bonnes hygiènes de sécurité. Encore une fois, on peut toujours améliorer et on fait en sorte d'améliorer les choses. Mais là, on est un peu à ce moment-là de la crypto. Les gens, ils comprennent pas trop qu'est-ce qui est safe, qu'est-ce qui est pas safe, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire.
C'est pour ça que moi, toi, tout le monde, tous les gens qui savent un peu, faisons en sorte de propager l'information, quoi. Est-ce que la custody des ETF Bitcoin n'est pas aussi un problème de centralisation ou de risque qui peut se créer, parce que j'ai l'impression que globalement Coinbase ont tout raflé, bon ça les arrange, hein, mais enfin bien joué à eux. Tu vois, de quel œil tu vois ça? Est-ce que tu sais comment ils sont sécurisés, ou est-ce que peut-être t'en as peut-être une idée ou... Alors, effectivement, 90% des ETF, ils sont chez Coinbase. Ça pose des vraies questions, à la fois de centralisation et à la fois de sécurité. Comment ils sont sécurisés? Moi, j'ai discuté avec les équipes de sécurité de Coinbase il y a un petit moment et ils m'ont expliqué un peu comment ça faisait. Je vais pas trahir ses secrets et j'imagine qu'en plus les choses vont changer. J'ai assez bonne confiance que Coinbase fait bien les choses quand même. C'est pas une société lambda. Je dirais ça en premier lieu, mais quoi qu'il en soit, à la fin, si tu te retrouves avec, je sais pas, 10, 50, 100 milliards dans un même endroit physique, le profil de risque de l'attaque est pas les mêmes en fait. Tu vois, sécuriser. Tu peux déployer beaucoup plus de moyens Exactement, pour récupérer sécuriser ces un fonds. diamant, c'est pas la même chose que sécuriser 10 millions, c'est pas la même chose que sécuriser 100 milliards. Là, 100 milliards, les mecs, ils peuvent arriver avec 100, Avec des un tank. hélicoptères, un tank. Non, mais sérieux, c'est Ouais. possible. Il faut avoir ça en tête, quoi. Même t'as ouais. les États. Ouais, après, les étapes peuvent devenir un risque. Bon, moi, je pense que Coinbase fait bien les choses, je l'espère. Nous, on a des solutions de sécurité pour résoudre ces questions-là avec Ledger Vault, comme j'en parlais au préalable. Et après, sur la centralisation des ETF, je sais pas, ouais, à la fois, il y a un côté, quand même très positif aux ETF qui ramène, déjà beaucoup d'inflow d'inflow d'USD Et d'intérêt. Ouais. dans le marché. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet au marché de se développer, De créer développer des les nouvelles. Sponzi. Il va y avoir de ça un peu, on le sait, mais bon, il va aussi y avoir des vrais projets qui vont se développer Bien sûr. avec le fait qu'il y ait plus d'argent dans le marché. Donc ça, c'est un truc positif. Après, il y a des gens de la finance traditionnelle qui potentiellement font jamais self-custody et les ETF, c'est une solution pour eux, donc c'est cool pour eux. Après, ouais, effectivement, si à la fin on se retrouve avec 90% de Bitcoin qui est dans des ETF, on se retrouve. T'as vu la partie du supply qui a été absorbée par les ETF là? J'ai fait les calculs, on est autour de 1%, peut-être un peu plus en un peu plus 70 jours. En 2 mois, un peu moins de 2 mois. Après, bon, est-ce que ça va... Donc là, on a à peu près 300 millions Si le prix monte, ça on a à peu près 300 millions d'USD qui arrivent par jour. 300 millions d'USD, ça fait à peu près 2500 bitcoins par jour. Plus, même en ce moment. Ouais, un peu plus, ouais. Moi, je compte, la moyenne. Average avec les week-ends, puisque les week-ends, c'est pas ouvert. Bon. Ouais, bien sûr. On produit 900 bitcoins par jour en minant. Donc, effectivement, t'as un gros différentiel de supply-demand. Et plus ça va aller, plus les OTC Desk vont être vides. C'est déjà le cas. Moi, j'entends partout que les OTC Desk, ils ont plus un bitcoin et qu'ils peuvent plus servir. C'est pas que des rumeurs, c'est des gens avec lesquels tu travailles peut-être ou quoi. Ouais, les OTC Desk, ils appellent les gens, les whales. Moi, je suis pas une whale, je leur dis désolé, j'ai rien à mettre. Mais ils appellent les whales. Vous avez pas des bitcoins à vendre? Les OTC cherchent des bitcoins, et ils en ont plus. Là, ils en ont plus. Donc l'influx des ETF achète directement au marché spot Bitcoin, c'est ça qui explique que tu passes de 35 000 à 72 000 en un mois, tu vois. Enfin, ça allait très vite. Mais donc si on continue avec des flux pareils, effectivement, on va continuer à avoir du 350 millions par jour, mais ça va plus représenter 2500 Bitcoin. Le prix, l'équilibre de prix Bitcoin, il va pas être à 72 000, il va être genre 3 étages plus haut, quoi. Bon, c'est pas un conseil d'investissement. C'est pas un conseil d'investissement. Moi, juste, c'est ce que je vois. Je vois que, il y a plus d'argent dans les ETC. Les exchanges, ils sont au plus bas aussi dans le niveau de Bitcoin qu'ils ont. Et le flux que t'as des ETF, il a l'air constant et genre assez fort, quoi. Assez fort. Avec des taux qui sont super élevés. Avec des taux qui sont super élevés, qui vont avoir tendance plutôt à baisser. Et le dernier élément, c'est que dans un mois et demi, il y a le halving, donc c'est 450 bitcoins de moins sur le marché par jour. Le supply shock, il est clair, quoi. Pour moi, Charles, il est ultra clair. que tu envoies, c'est magnifique, j'adore ça. Franchement, là, je vous donne pas un avis, c'est juste des faits. Là, c'est juste des faits. Je voulais revenir à Ledger vite fait, parce que je te prends pas mal de temps, mais juste avant, dernière petite question sur la sécurité. Tu penses quoi du téléphone de Solana? Est-ce que ça vole des tours? Est-ce que c'est du bullshit? Peut-être un commentaire sur ça. Super question, parce que, bon, du coup,
J'en ai parlé plusieurs fois déjà. La sécurité, bah, c'est un truc super important dans la blockchain. Si tu résous pas ce problème-là, bah, ça fonctionne pas. Et c'est vraiment ce qu'on fait à Ledger. Et de l'autre côté, tu as l'UX. Comment tu fais pour avoir une UX aussi smooth que possible? Parce que souvent, je parle de ma mère. Ma mère, quand je lui explique comment ça marche un ledger, et là, mais c'est quoi ces 24 mots? J'en fais quoi? C'est quoi ces trucs hexadécimales? Il y a une erreur sur mon device. Bah, c'est normal, tu vois. Donc l'UX, améliorer l'UX, ça reste un vrai problème. Et il faut le résoudre, et c'est ce qu'on fait tous les jours. Ces petits devices, là, les téléphones, bah, c'est plutôt des UX qui sont plutôt sympas. Mais par contre, la sécurité, elle est pas dedans. Donc, comment tu fais pour avoir une UX de ça et une sécurité de ça? Bon, déjà, l'UX de ça, elle est meilleure que l'UX de ça, déjà. Mais on voudrait aller tendre vers une UX aussi smooth que possible. Est-ce que Ledger pourrait faire un téléphone aussi? Du coup, nous, on fait de la R&D. Nous, on fait, non, mais, enfin, je le dis très ouvertement, nous, on fait de la R&D là-dessus. On a déposé des brevets, Ok. etc., pour avoir des niveaux de sécurité comparables au standard Ledger et une UX qui ressemble à celle d'un téléphone. Est-ce qu'on va faire un téléphone? Je sais pas, faire un téléphone, c'est super difficile, etc. C'est possible. Mais en tout cas, résoudre ce problème, enfin, ce que je peux te dire, sans trahir de secret et ce qui est sûr, c'est que résoudre le problème d'UX et de sécurité, c'est un truc qu'il faut faire. Et effectivement, l'UX d'un téléphone est super bonne, la sécurité elle est dégueulasse, et à l'inverse, sur un device Ledger, la sécurité elle est top, l'UX elle est perfectible. Du coup, c'est ce qu'on fait, on fait en sorte de l'améliorer toujours. Le téléphone de Solana, moi je trouve que ce qu'ils ont fait avec les moyens qu'ils ont mis dedans, c'est plutôt honnête. Je sais qu'il y a, comment il s'appelle le mec, Garcia Marquez, là, le mec qui fait plein de vidéos où il fait des tests de hardware, il n'a pas arrêté Ah oui. Ah, je vois qui c'est. de les tracher là. Il a dit c'est le Et pire téléphone de l'année. ouais, exactement. Genre j'étais là, ouais, c'est vachement violent quoi. Bon. Mais après, enfin moi je trouve que c'est pas leur produit est pas si pire, comme on dit en mauvais français. Après, le niveau de sécurité de leur téléphone, encore une fois, c'est peut-être un petit peu mieux que ton téléphone, mais C'est toujours pas ça. t'es pas du tout au niveau standard Ledger. Et d'ailleurs, enfin, eux, ils s'en cachent pas. Enfin, régulièrement, on a discuté avec Anatoly et je veux dire, pour lui, c'est clair que ben, le trade-off, Une il est marge de là. progression. Ouais, le trade-off, il est autour de la sécurité, mais ils ont mis le paquet sur le ease of use. Et d'ailleurs, ils ont intégré Ledger Live dans leur téléphone et tu peux connecter ton device Et puis Ledger ils vont itérer. et ils vont itérer, bien sûr. Donc, voilà, je dirais où on en est. Ce truc-là, c'est pas résolu, ni par Solana, Phone, ni par Ledger. Et par contre, ils ont fait un super coup de marketing avec leur airdrop. Ça, on peut leur C'est mettre magnifique. à leur crédit. Après, bon, je sais pas si c'est... ouais, bon. Vas-y. Moi, de ce que je vois, je me dis, Ledger qui se veut de plus en plus mobile, ils arrivent à... Enfin, Solana a prouvé qu'il y avait un marché à choper là-dessus. Je me dis que peut-être les actionnaires Ledger se disent, voilà quoi. Ça Oui, me bah, semble possible. encore une fois, il faut résoudre les deux trucs, tu vois, la sécurité et l'UX. Et encore une fois, faire un téléphone, c'est pas un truc simple. Et aussi, t'as pas envie d'avoir genre un téléphone normal et un téléphone crypto, tu vois. Enfin, comment tu fais Compliqué. pour le mettre dans les mains de tous les utilisateurs? Il y a quand même beaucoup de questions. Et faire du hardware à la fin, c'est pas simple. On peut le dire. Faire du hardware à l'échelle, ça l'est encore moins. Donc, bon, disons que c'est des questions qui se posent à Ledger et des sujets sur lesquels on réfléchit sur la technologie. Par contre, il y a rien à annoncer. C'est une annonce que je peux te dire. Il y a rien à annoncer de ce côté. Pour revenir sur la sécurité pure et Ledger, je suppose que vous regardez un petit peu ce qui se fait, un peu comme tu me parlais du téléphone de Solana. Où vous vous situez par rapport à vos concurrents? Est-ce que vos concurrents sont très crédibles? Est-ce que vous vous inspirez d'eux d'une certaine manière? En quoi Ledger est vraiment mieux? Parce que aujourd'hui, je pense que globalement, enfin, Ledger c'est le standard. Je pense que vous avez vraiment réussi à ce niveau-là. Mais est-ce que tu vois des initiatives qui sont vraiment cool ou des trucs qui vous inspirent dans la limite de ce que tu peux dire, évidemment? Non, bah pour être tout à fait transparent, nous on regarde tout ce qui se passe dans le marché et bon, donc si on parle vraiment du segment hardware wallet, il y a eu il y a eu plein de petits projets, des vrais projets viables, etc. Il y en a pas tant que ça. Ce que je dirais en premier, c'est que en fait avoir un hardware wallet, ça reste 100 fois plus sécure que avoir ton argent et ta cible dans ton software wallet, Même si t'as quel un qu'il soit. mauvais hardware wallet, ce sera toujours mieux qu'un hot wallet.
C'est ce que je dirais, ouais. Enfin, j'ai pas, il y a pas beaucoup j'ai quelques exemples où c'était vraiment mauvais, mais bon, on va pas les mettre sous le bus. Mais ça reste, enfin, le fait que tes clés soient en dehors de ton ordi, c'est direct un gros apport sur la sécurité. Ça, il y a pas de doute là-dessus et c'est un truc que je veux mettre en avant. Bon, après, une fois que tu as dit ça, les hardware wallets entre eux, ils ont pas tous le même niveau de sécurité. Et notamment si tu mets en avant le côté accès physique, genre tu as un attaquant qui te vole ton device, qu'est-ce qu'il peut faire? Là, typiquement, ils sont vraiment pas tous égaux. Et bah, nous, la technologie qu'on utilise, c'est celle des passeports, des cartes bancaires, etc. Et donc, c'est une technologie qui est vraiment qui a été designée pour ça, pour un attaquant qui a un accès physique. Pour la Ce que petite disait histoire, Jean-Michel Payon, il m'en avait un ouais. peu parlé. Ok, bah, pour la petite histoire, dans une carte bancaire ou dans un passeport, celui qui est considéré comme un attaquant, c'est même l'utilisateur. Genre, dans ta carte bancaire, les secrets qu'il y a dedans, c'est pas les tiens. C'est ceux de la banque, c'est ceux de Mastercard, c'est ceux de Visa, mais c'est pas les tiens. Et du coup, dans leur modèle de sécurité, ils se disent que l'utilisateur est potentiellement un attaquant et va essayer d'extraire le secret, et c'est pour ça qu'ils essaient de monter le niveau de D'exploit sécurité le truc, ouais. le plus haut possible. Et bah, du coup, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la même technologie que les banques et les États, du coup. Mais par contre, on donne à l'utilisateur la possibilité de mettre ses secrets à lui. Je trouve que le pied de nez est assez intéressant, tu vois, parce que ouais, ça marche bien avec l'idée de permissionless, etc., qu'on disait tout à l'heure, et d'être en contrôle complètement. Et donc, ces circuits-là, ils sont très sécures, même avec un attaquant qui a un accès physique. Et on est à peu près les seuls, je dirais, dans l'écosystème des hardware wallets qui avons ces types de smart cards, là, de circuits très sécurisés. Et typiquement, si tu donnes à peu près n'importe quel device de la concurrence à des spécialistes d'attaque hardware, typiquement les mecs du donjon, ils vont pouvoir extraire le secret genre rapidement. Je crois sur Trésor ils ont pas mal itéré, etc. Et tu leur donnes un trésor avec ta seed dedans et tu reviens 4 minutes après, je crois, et ils ont ta seed. Donc, Ledger, ils mettent combien combien de temps? Parce qu'au final, ils doivent aussi péter les ledgers à longueur de journée, non? bah ils essayent, mais globalement il y a pas d'attaque, qui marche sur nos devices. Bon, à chaque fois qu'ils trouvent des petits trucs où Si ils je se mets 2 disent, millions de dollars et un labo, je suppose que tu pètes un ledger, non? je pense que 2 millions t'es en dessous. Je pense que ce serait au-dessus. Et après, les secure elements, enfin le circuit lui-même, bon après il y a comment on l'utilise, etc. Peut-être qu'on peut faire mieux. On essaie toujours. Le secure element en lui-même, le casser, ça reste ultra dur. Hein. Il y a pas beaucoup d'attaques connues dans le monde et les mecs en font, c'est pas 2 millions qui mettent sur la table. Mais est-ce qu'un gouvernement peut pas venir et dire, OK, on essaye de mettre des sortes de backdoor, genre via l'usine qui crée ces circuits, comme tu le disais? C'est un risque, non? Ou ça n'a Ouais, pas de sens? la supply chain, c'est un vrai risque. Donc moi, comme je te disais juste avant, je travaillais dans des labos qui se chargeaient de l'évaluation de la sécurité. Et typiquement, l'évaluation de la supply chain, de s'assurer que qu'il n'y ait pas de backdoor qui soit introduite, ça fait partie du truc. Et du coup, sur les secure elements, les circuits dont on parle là, ce truc-là, c'est ultra contrôlé, documenté. Donc les gens sont obligés de faire les choses vraiment dans les règles de l'art et typiquement dans les endroits où tu vas loader le code, etc. Ou voir les endroits de la fab, tu as un nombre limité de personnes qui peuvent rentrer avec des contrôles d'accès. Enfin, le truc, les mecs sont vraiment allés très très loin dans le niveau de sécurité. Bon, après, si tu imagines un grand complot mondial, etc., c'est compliqué en fait de se prémunir de ce genre d'attaque. Dans tous les cas, je veux dire, il y a pas de, c'est pas juste Ledger, c'est tout le temps. Si tu penses Ouais, qu'il y c'est a un même gros, sur les iPhones, quoi. ouais, bah, mais là, du coup, c'est encore plus facile dans le sens que Tu les iPhones, captures t'as plus pas de vraiment valeur, besoin de hein. backdoor Mm. hardware, parce que bah il y a des entreprises qui sont spécialisées pour les exploits remote, genre, Mm. tu vois, si t'as déjà entendu parler de Pegasus. Ouais, pour Pegasus, les c'est un politiques et software tout, et les journalistes. Mm. NSO, et typiquement dans Pegasus, le software il est assez simple. Tu rentres ton numéro de téléphone dedans, tu cliques sur hack en gros, et le truc a un accès complet à ton téléphone. Genre un accès route plus Ça que doit route. valoir des Genre. sous, ça. Ça vaut un peu cher, mais Genre, ouais, pour mais quelques millions, tu peux avoir ça? le, je sais pas, enfin, les principaux clients, ça va être des mafias et des États, tu vois. Et le logiciel, ils le vendent en service, tu vois, ils vendent pas le logiciel. Sinon, les attaques qu'ils utilisent, celles-là, elles sont vendues sur un marché gris, disons. Et tu peux aller sur Zerodium, par exemple, zerodium.com, c'est un broker d'exploit.
Et typiquement, si tu es un attaquant qui a trouvé un 0D, 0 clic sur iPhone, tu peux vendre ta vulnérabilité. Et bon, j'ai pas regardé les cours, mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé, c'était autour de 1,5 million sur iPhone, 2,5 millions sur Android. C'est pas super cher. L'argent avec, ouais, Ah, c'est mais ça. si, Ouais. sur enfin, surtout, donc, Faire ce que je disais, 0 day, tellement d'argent. 0 clic, RCE, ça veut dire que tu fais ce que je viens de dire. T'es à la maison. Ouais. T'es à la maison et le mec, il a pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit sur son téléphone, quoi. Donc c'est pas si cher au final. Je voulais du coup terminer vite fait sur les produits, parce que là je suis en train de te prendre beaucoup de temps, mais désolé, c'est beaucoup trop intéressant. Tu me racontes trop de trucs qui, je pense, vont intéresser les gens. J'espère. Wenstax, je suppose que c'est un peu la question. Je suppose que tous les gens qui nous ont regardé jusqu'à maintenant se posent cette question. Est-ce que tu as peut-être plus d'informations à communiquer sur la date, ou au moins sur le pourquoi du retard, etc. Et peut-être une question supplémentaire par rapport à ça, c'est: est-ce que vous avez des regrets technologiques sur le Stax, dans le sens où entre le moment où vous avez dû travailler dessus, le moment où vous avez commencé à le développer, le moment où vous avez commencé à le produire, le moment où vous avez eu du retard, peut-être que la tech a évolué et que vous auriez peut-être pas fait les mêmes choix. Je parle pas d'un point de vue de créer des retards, mais de ce que vous mettez dedans. Est-ce que ça, t'aurais peut-être vu les choses de manière différente sans prendre en compte tout ce retard, par exemple? Alors là, tu poses plein de questions un peu tricky. Est-ce qu'on a des regrets? Enfin, moi, je pense que le produit, il est super slick et super bien, c'est super intéressant. Et quand les utilisateurs vont l'avoir dans la main, ils vont être tous super fans, surtout quand tu passes des nanos qui sont de super produits, tu vois. Mais ils datent un petit peu maintenant, et que tu passes à ça, l'UX, il est quand même bien meilleur. Donc, de ce point de vue-là, pas trop. Enfin, je pense qu'on a fait plutôt des bons choix. Le pourquoi du retard. Donc, quand tu fais du hardware à l'échelle, en fait, il faut que tu es obligé d'avoir tout qui marche. Il n'y a pas un détail ne fonctionne pas et tout va bien. Parce qu'un défaut, ça vous tue, quoi. Exactement. En chiant. plus, ce qu'on vend, nous, c'est de la sécurité, donc les gens, ils attendent d'avoir un produit vraiment super propre et carré, ce qui est normal, tu vois. Et donc, pour construire cet équipement, ce device, dans un des choix du design, c'était de créer un écran, incurvé comme ça, là. Incurvé, ouais. Et en fait, cette technologie de la faire à l'échelle, c'est pas si simple. Et notre partenaire là, qui travaille là-dessus, il a eu dans le passé, les choses s'améliorent beaucoup maintenant. Je tiens à dire, il a eu pas mal de difficultés à faire en sorte que les écrans ils sortent de l'usine sans aucun défaut et qu'ils tiennent dans le temps aussi. Parce qu'il y a aussi ça. Il sort de l'usine, il est nickel. Tu le reçois chez toi, au bout d'un mois, t'as des pixels qui marchent plus. C'est pas super cool. Donc nous en fait on a dit la barre de la qualité elle est haute et tant qu'on n'atteint pas cette barre on commence pas à shipper et c'est ça qu'en fait qui a créé le retard, quoi. Donc je dirais peut-être le truc qu'on aurait pu faire différemment c'est l'annonce. En fait au moment où tu crées l'annonce tu crées L'attente. l'attente et Le l'envie. désir. Le désir. Si cette attente elle dure quelques mois, c'est ok. Là, maintenant, ça fait plus que quelques mois et du coup, les gens sont un petit peu frustrés. Ce que je comprends, tout à fait. Faudra discuter avec Rockstar. Oui, effectivement. Ce que je comprends tout à fait. Néanmoins, là, le truc que je peux te dire, c'est que ça arrive bientôt. Donc là, je vais te faire un soon TM, voilà. Ok. Mais vraiment bientôt. Bientôt. Je vais pas te faire des annonces moi parce que il va y avoir une annonce officielle, mais en tout cas ça va arriver et tout le monde sera content. Les joueurs en particulier, les utilisateurs en premier. Parfait. Peut-être 2 questions pour terminer. Première question, quelle est la vision de Ledger et à quel point elle a évolué? Comment tu te projettes long terme sur Ledger? Est-ce que tu vois Ledger faire des choses très différentes d'ici 5-10 ans? Est-ce que il y a déjà beaucoup de choses figées ou est-ce que vous adaptez très vite? Voilà, où est-ce que vous allez? Et peut-être est-ce qu'il y a des points clés dans cette vision? Alors, quelques exemples pour la roadmap. Yes, je dirais que la vision, elle a globalement toujours été la même. Même au moment où j'ai rejoint, c'était assez clair, c'était sécurité et ease of use. Tout à l'heure, j'en ai pas mal parlé. Et en fait, c'est le vrai truc qu'on essaie de résoudre pour la gestion de tes crypto-assets, de tes cryptos, de tes bitcoins, tout ça, quoi. Je dirais que c'est vraiment ça la vision et le problème qu'on essaie de résoudre. Et en fait, dans les cryptos, ce truc-là, c'est ultra important. L'aspect sécurité, comme je disais, l'aspect le plus important pour moi des cryptos, c'est
l'aspect d'être vraiment possesseur de ces cryptos et de pas avoir à demander la permission à qui que ce soit. Et ça, c'est possible si tu as deux piliers. Le premier, c'est d'avoir un consensus décentralisé, genre qui est suffisamment décentralisé pour être résistant à la censure. Et le deuxième truc, c'est d'être en possession soi-même. Et d'être en possession soi-même, ça arrive directement avec un problème de sécurité. Comment tu fais pour stocker et gérer tes cryptos de manière sécuritaire. Et ça, c'est vraiment le problème que Ledger veut résoudre. Et c'est ce qu'on m'a vendu quand j'ai rejoint Ledger. Et et c'est pour ça que j'ai rejoint. J'adorais la vision. Et c'est toujours ce qu'on essaie de faire. Donc ça, je dirais que c'est un peu le North Star, quoi. C'est là où on va, et je dirais que c'est comme ça qu'on définit Ledger. Et que les différentes levées de fonds qu'on a faites depuis la A, B, C, C+, C2, à chaque fois, on a raconté ça aux invests, et c'est ça qu'on a fait ensuite. Après, sur le business en lui-même, moi, quand j'ai rejoint, on faisait que du hardware. C'était 100% hardware. Au final, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué. Maintenant, on a créé Ledger Live entre-temps. On a mis tout un tas de services dans Ledger Live, buy, sell, swap, stake, Staking. une carte de crédit. On va rajouter pas mal de choses autour de Earn dans les choses qui viennent, dans les mois qui viennent. La carte bancaire, bref. Tous ces services-là qui n'existaient pas du tout dans le passé. Donc là, aujourd'hui, pour la plupart, c'est pas nous qui les offrons, c'est des tiers qui les offrent, mais en fait, on connecte nos utilisateurs à ces services-là, et dans une même interface, tu peux faire tout ça, et c'est smooth, secure, et encore une fois, UX et sécurité. Et ça, de plus en plus, ça devient un vecteur important dans notre business. On continue d'investir dessus, et ça va continuer à être le cas dans la suite. Recover, dans le même sens, pareil. Donc là, c'est un service de souscription. Donc c'est du recurring revenue d'un point de vue business, et d'un point de vue utilisateur, tu as la garantie de pouvoir t'as la paix, disons, peace of mind, la paix de l'esprit, de pas avoir à te soucier de tes 24 mots, et des nouvelles features qu'on va rajouter ensuite Parce que autour businessment de ça. parlant, au bout d'un moment, vous atteignez aussi une taille critique d'un point de vue utilisateur et hardware. C'est pour ça qu'il y a aussi toutes ces couches de revenus. C'est parce que, en fait, au bout d'un moment, si tu as vendu ton hardware à tout le monde... Alors déjà, Enfin, ouais, ça c'est un très bon point. Alors déjà, on n'a pas vendu notre hardware à tout le monde, non, pas loin de encore. là. Déjà, on a vendu, je sais pas, un peu plus de 6 millions de devices, c'est beaucoup. Mais le nombre Ça pourrait être bien d'utilisateurs plus. crypto, ouais, le nombre d'utilisateurs crypto, il est déjà beaucoup plus grand. Et en plus de ça, en gros, le gâteau est pas très grand déjà, mais va beaucoup grossir. Et notre part du gâteau, elle est pas très grande, et on cherche à faire en sorte qu'elle En gros, ça doit grossisse. être 5-10% des gens qui sont en crypto qui détiennent pour genre 20-25% des assets. Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais, peut-être Donc, c'est-à-dire même même moins en que ça. crypto, vous pouvez conquérir beaucoup plus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est une première chose. Et ensuite, tu as aussi l'aspect, si on arrive à créer des nouveaux équipements, nouveaux devices qui sont plus intéressants parce que des nouvelles features, une meilleure UX, etc., t'as une espèce d'idée de renouvellement, tu vois. Les utilisateurs, ils ont envie d'avoir les nouvelles features qui n'étaient pas possibles avant l'ancien device. Et ça, c'est de la R&D, des nouvelles features, de l'innovation, et ça continue. Tout à l'heure, on parlait de essayer d'avoir une expérience qui ressemble à un téléphone avec la sécurité de Ledger. Bah, tu vois, ça va dans l'idée de créer des nouvelles expériences et de nouveaux devices pour créer du renouvellement. Tu vois. Et si tu arrives à le faire de manière continue, tu arrives à Tu créer captures beaucoup de valeur. un business, et tu captures de la valeur. Les gens qui font des téléphones, ils font des nouveaux téléphones tous les ans, et ils ont un renouvellement. Je sais pas, iPhone, je crois que c'est 20% de renouvellement, et ça marche super bien dans le business, quoi. D'où bientôt une IPO. Peut-être. Et donc, et ensuite, la dernière jambe de notre business, c'est toute la partie entreprise, qui est un business qui grossit doucement. Moi, quand on a commencé Volt à l'époque, on avait l'impression que la finance traditionnelle elle arrivait à fond à crypto super rapidement. Au final, ça a mis Ça a pris plus de plus de temps temps que que prévu. prévu, et maintenant, ça commence à arriver, tu vois. Mais ouais, ça a mis 6 ans, 2018. Ce marché, il reste tout petit. C'est un marché tout petit, le B2B, et bon, maintenant, ça vient à grossir, et plus ça va aller, et plus les cryptos, ça sera un truc, la trésorerie normale de toutes les entreprises, de toutes les banques, et ils auront besoin de nos outils, tu vois. Mais ce truc-là, ça a mis plus de temps que ce qu'on pensait.
Et voilà. Je pense que pour ça donne un peu là où on est et ouais, là où on va aller, c'est continuer à grossir ces 3 pans. Je pense qu'on est au début du voyage. Écoute Charles, je t'ai pris beaucoup de temps. Je suis désolé pour ça. Non, J'espère que c'était les super gens auront intéressant. apprécié. J'ai tellement plus de questions, mais je pense que ce sera l'occasion de refaire ça peut-être à l'avenir. Merci beaucoup pour tout ça. Merci d'avoir pris de ton temps, sincèrement. Est-ce que tu as peut-être un mot pour les gens qui sont restés jusqu'au bout? Bah, encore une fois, stay safe, quoi. Faites attention à comment vous investissez, faites attention à comment vous gérez vos cryptos. Et il y a un truc que je dis souvent qui est un peu tout bête, quand il y a des rendements, des trucs qui ont l'air trop beaux pour être vrai, parce que c'est trop beau pour être vrai en fait. Tous ces Ouais. ETF avec beaucoup trop d'argent, vendez vos bitcoins, c'est trop beau pour être vrai. Non, ça, je pense que c'est pas trop beau pour être vrai. Ouais, je dirais ça. Et après, ouais, l'autre truc que j'ai dit plein de fois pendant notre discussion et sur lequel j'ai envie d'insister, c'est tous les aspects de décentralisation, self-custody. Je dirais que c'est pas des trucs qu'il faut, balayer d'un revers de main. Je comprends qu'il y a des gens, ils veulent surtout investir et gagner de l'argent rapidement et investir sur Revolut, acheter des bitcoins sur Revolut, pour eux, ça a l'air d'être pareil que Du détenir des Shiba cryptos aussi. ou du Shiba. À la limite, franchement, avoir du Shiba en self-custody, tu vois, je trouve que C'est la culture. c'est mieux que du Bitcoin sur Revolut, tu vois. Ouais, donc je dirais que ces aspects-là, il faut les garder en tête et si à la fin c'est que de la spéculation et que tu t'exposes à un ETF ou je sais pas quoi, franchement, il y a déjà plein de stocks dans tous les sens. Et la crypto aurait peu d'intérêt si c'était ça. Donc moi, je dirais que c'est ça le truc que je voudrais mettre en avant. Et sinon, ouais, je suis ultra bullish pour la suite. La scalabilité a Send été it. complètement résolue. La technologie est là. Maintenant, il y a plus qu'à, quoi. Bon, après, juste pour finir, je suis pas un grand fan des bull market ultra, parce que j'ai Violent. l'impression que tout devient irrationnel et que tous les gens, tu vois, j'avoue, ça m'irrite un peu. Mais bon, on va pas se plaindre. On n'est pas encore dans le bull, mais j'ai l'impression qu'il y a Euh, une petite odeur en, là. en bear, les VC étaient beaucoup trop rationnels et d'un coup, c'est en train de changer. Donc, Ouais, il y a un côté très extrême dans les deux sens. Le bear, c'est tout est mort, c'est l'hiver, l'hiver nucléaire, et le bull, ah ça y est, on va peut-être un investir super cycle. des centaines de millions. Peut-être. Merci beaucoup pour ton temps, Charles. C'était Picsou, c'était Charles. Tchuss. Merci à toi.